Let's go. Voilà. Ouais, on t'entend J'ai pas. oublié de me démute, je suis trop con, hein. Je vous avais dit que j'étais fracassée après la manif ou pas? Hop là. Alors, merci Captain. Hop, on va fermer les volets. Je vous laisse la musique. J'ai le même bug qu'hier, donc... Pourquoi, je sais pas. OBS est aussi fracassé que moi. Et hop, on va lire, bien sûr, l'entièreté de ce bouquin. Non, je déconne. Il fait 1000 pages, donc on va lire des morceaux. Et on va apprendre ensemble parce que je suis une bille en sciences sociales et je n'y connais absolument rien. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant qu'on lise ensemble des parties d'un bouquin de sciences sociales qui a l'air assez énervé, qui a été recommandé par des gens qui font du stream de sciences sociales justement, qui en ont lu des passages en y connaissant quelque chose en sciences sociales. Et moi je me suis dit, bah j'y connais rien. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas? Bah on essaye de s'en sortir en apprenant ensemble. Je me dis c'est pas mal aussi qu'on soit pas dans une dynamique de genre je sais des trucs et tout, je vous apprends, mais qu'on soit plus dans une dynamique de je sais rien, vous savez peut-être des trucs, et ensemble on va arriver à comprendre ce qui se passe dans ce bouquin. Bref, je vais baisser mon volet pour pas me faire doxer, même si là il y a tellement de lumière, je pense que personne ne voit ce qui est derrière moi. Et je vous laisse toujours avec la musique de sémiologiste parce qu'elle est toujours bien pour accompagner le stream, cette musique. Hop là, voilà. Ta-ta-da. Et salut Difty, salut Lady Cassandre, Petite Bulle, Pago, Pogor, Jarmou, j'ai vu aussi, j'ai vu Guetarez, il y a Yainu, Donio, il y a tout, il y a moult monde. Alors évidemment, on est après manif, j'ai eu une matinée compliquée, j'ai annulé des trucs que je devais faire aujourd'hui parce que j'avais oublié à quel point ça me cassait. Du coup, genre, faut que j'y aille doucement sur les stimulations. Je risque probablement d'être très en retard sur le chat ou d'être trop sur le chat. Et j'ai cette peluche squishy dont j'ai absolument besoin pour des fois sous ma personne. Voilà. C'est un mood. Et évidemment, je suis en pyjama parce que qui dit journée après manif ou je ne travaille pas, dit journée, je reste en pyjama chez moi et je ne sors pas. J'étais... Non, non, t'inquiète, Junior, ça devrait aller. Je vais vraiment sortir. Et ouais, et du coup, je vais aller voir un talk. Si jamais vous êtes de Lyon, il y a un très bon lieu militant qui s'appelle le Café Rosa, qui est un café queer et féministe. Et ce soir, il y aura un talk sur le trouble dissociatif de l'identité, sur lequel vous pouvez encore vous inscrire, je crois, qui est à prix, qui est à 5 € minimum. Et c'est une personne qui va parler de son trouble dissociatif de l'identité et d'un petit peu comment elle, parce que je ne sais pas le genre de la personne, a vécu tout ça, quel était son parcours de vie. Et il y a des artistes qui, queer et concernés par le sujet, qui vont aussi proposer de leurs œuvres ce soir-là. Du coup, je devais y aller. Et comme je suis complètement crevée et que là, j'ai vraiment besoin de genre, rien qu'à l'idée d'entendre une voiture rouler, j'ai envie de me rouler par terre et de crier, j'ai dit à l'ami avec qui j'y allais, finalement, je vais passer pour ce soir, j'avais pas prévu qu'il y ait la manif, j'y suis allée. Et là, sortir, c'est non. C'est clairement non.
Du coup, on se retrouve pas sur un midi les grévistes pour du jeu, on se retrouve sur un midi les grévistes sur voilà, de la science sociale en n'y connaissant rien. Donc avec ce bouquin qui s'appelle le manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants, sous la direction de la Fondation Copernic, un bouquin dont j'ai entendu parler grâce à une streameuse de sciences sociales qui en a fait une lecture elle-même, mais qui elle est spécialisée dans le sujet, donc forcément avait plus de trucs à dire. Évidemment c'est un gros bouquin. Dans lequel il y a plein de concepts. Je sais pas si on est obligé de le lire dans l'exact ordre du bouquin. J'ai pas l'impression. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a un nombre d'auteurisses assez faramineux, car cette page constitue l'entièreté des noms des autoristes qui ont écrit dans le bouquin. Et donc il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés à plusieurs choses. Donc il y a notamment capitalisme avec un S. Grand chapitre à l'intérieur du capitalisme, la planète une réserve à exploiter. Efficace les marchés, qui profitent. Trop social l'État. Il y a un grand chapitre démocratie avec des sous-parties, une sur l'État sert qui parle pour nous, les luttes s'éclassent. Désordres internationaux. Ensuite, il y a une autre grosse partie destin fermé ou indocile, avec des sous-parties t'as un don, bonhomme ou gonzesse, autre genre, tu vis bien et la honte. Et comprendre, ouais c'est ça, je crois que j'ai bien. C'est ça, c'est une liste de courses des autoristes de sciences sociales, tout à fait. Et du coup, alors, la dernière fois que j'avais regardé, j'avais identifié des choses, et ce sera un petit peu, entre guillemets, c'est rigolo que j'ai dû combler un créneau hier, parce que je pense que ça va, comment dire, aller dans la continuité de ce dont on parlait ce matin, et ce matin j'ai aussi regardé l'épisode de OLG que j'avais de retard, qui parlait justement de la notion de travail dont je parlais hier. Et j'avais envie de lire un chapitre qui s'appelle « Le travail coûte-t-il trop cher en France ?» qui a été écrit par Igor Martinach, Philippe Boursier et Willy Pelletier, qui est à la page 108 de ce bouquin. Et je me suis dit que c'était pas mal de commencer par là parce que la question des retraites pose aussi la question du travail et comment se constitue le travail, comment il faudrait penser le travail, est-ce que finalement il faut penser du travail, et voilà. Ah, la musique s'est enfin mise sur la bonne piste, elle me fait le même bug qu'hier. Je vais la baisser un peu, que ce soit vraiment une nappe sonore derrière nous, et puis on va pouvoir démarrer. Donc le travail coûte-t-il trop cher en France, par Igor Martinach, qui est sociologue à l'université Paris Diderot, Philippe Boursier, professeur de sciences économiques et sociales, et Willy Pelletier, sociologue à l'université de Picardie. Citation d'Emmanuel Macron sur Twitter : « Je veux baisser le coût du travail. Ça permet d'embaucher davantage, de redonner de la vitalité à nos territoires. » Et il a écrit ça pendant la campagne présidentielle le 25 février 2017. Je ne sais pas imiter Macron, mais pourtant, rien qu'en lisant, j'avais envie de me baffer moi-même. C'est pas mal, hein ? C'est une thèse libérale martelée par les décideurs. Si le travail coûtait moins cher, les entreprises embaucheraient davantage et ne délocaliseraient pas. C'est vrai qu'on nous bassine avec ce genre de discours depuis plusieurs années, on va pas se mentir. Il faudrait donc défaire les réglementations qui empêchent les patrons de diminuer la paie des salariés. Le SMIC est dans le viseur des plus libéraux. Certains proposent, par exemple, de généraliser des contrats précaires sur le modèle des mini-jobs allemands. Alors peut-être pas, hein, c'est vraiment du discours libéral. C'est vrai que le SMIC, c'est un truc qu'ils n'ont pas encore trop attaqué, mais avec tout ce qu'ils attaquent en ce moment, ça fait peur. Et je sais pas ce que c'est les mini-jobs allemands. Je vais aller voir s'il y a un truc à propos de ça somewhere. Qu'est-ce que les mini-jobs allemands ? Je suppose que c'est pas très ouf. Déjà parce que ça s'appelle mini-job. Du coup, je suis là en mode... Il n'y a pas vraiment de mini-job, si je puis me permettre. Alors... Ah, c'est des jobs à 520 € en Allemagne. Alors...
Le fonctionnement du mini-job pour le salarié en Allemagne. Attendez, je vais vous mettre la page que je suis en train de lire. Ça peut être intéressant. Voilà. Alors, le fonctionnement du mini-job pour le salarié en Allemagne. L'employé, contrairement à l'employeur, n'a rien à payer. Un mini-job rémunéré à 520 € par mois, c'est que dalle par rapport au coût de la vie, on est d'accord, et exercé à côté d'un poste principal reste libre d'affiliation aux assurances sociales. Le salaire minimum s'applique également aux mini-jobbers. Oh mon dieu. Au lieu d'avoir un CDI, t'as plus... Ah, c'est la même chose que ça, ok. Ah, depuis la loi Hartz, je sais pas si je prononce bien, 4 en Allemagne, on peut cumuler plein de jobs à temps partiel très peu payés. Ouais, bah je vois ça, oui, parce que c'est très très mal payé. Les employeurs doivent noter que les heures de travail mensuelles des mini-jobbers diminuent à mesure que le salaire minimum augmente. Sinon, la limite de rémunération de 520 € sera dépassée. Alors attends, tu peux faire plusieurs mini-jobs, mais au total tu peux être payé que 520 balles pour tous tes mini-jobs. Est-ce bien ceci que je comprends de cette phrase ? Ok, avec un salaire minimum en 2022 de 12 €, les mini-jobbers ne sont autorisés qu'à travailler que 42,85 heures par mois. À partir du 1er octobre 2022, le seuil des mini-jobs sera de 520 € par mois. Il sera alors possible de travailler 43,33 heures par mois. Ok, donc en fait tu bosses déjà de ouf sur un travail à temps plein, et en plus tu peux prendre des mini-jobs à côté où tu rebosses beaucoup, parce que mine de rien 43 heures par mois, sachant que je ne sais pas combien sont les Allemands d'heures de travail par semaine, mais nous si on compte avec nous nos 35 heures par semaine, ça te rajoute quand même pas mal d'heures. Sachant que tu fais 35 heures par semaine, c'est un CDI qui a des heures comme ça. Il y a plein de gens qui font plus du 40 heures semaine, ce genre de choses, donc pas ouf. Ok, ok. Donc c'est ça les mini-jobs, et je ne connaissais pas du tout, et ça a l'air d'être bien de la merde, si je puis me permettre. Enfin en fait je peux me permettre, je suis sur mon stream, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, je me permets tout ce que je veux ici. Bah non, parce qu'on est sur pic. Mais je peux quand même faire tout ce que je veux. Globalement, je pense pas que ma ligne directrice de vie soit en dehors du piquet. Normalement, ça va. À Berlin, Gerda, je suppose en tout cas, ou Gerda, 53 ans, travaille dans une boulangerie. Son contrat ne permet pas de travailler plus de 49 heures par mois. Ils sont plus de 7 millions de mini-jobbers allemands comme elle. Son salaire plafonne à 450 € mensuels. Elle ne paie pas de cotisation sociale, sa retraite sera donc insuffisante pour vivre. Elle sait déjà qu'elle devra continuer à travailler tard dans sa vie, distribuer des publicités ou faire le ménage chez des particuliers, à l'instar d'un nombre croissant de seniors aujourd'hui. Travailler à n'importe quel prix, dans l'intérêt de qui ? Le travail, décidément, n'a pas la même valeur pour ceux qui vendent leur force de travail et pour ceux qui l'achètent. Ça, c'est sûr, mais... Putain, mais du coup, tu trimes de ouf à côté de ton job pour essayer de gagner un peu. Mais comme c'est des mini-jobs qui ne comptent pas dans la retraite, ça veut dire que elle fait ça en plus pour pouvoir gagner sa vie de manière à vivre. Mais elle devra continuer hyper longtemps parce que ça compte pas. C'est ouf quand même qu'on en arrive à des trucs comme ça. Enfin, je dis c'est ouf de la merde, hein, on est bien d'accord. Mais horrible. Et ils veulent faire ça. Ça ne m'étonne pas que ça plaise aux libéraux, mais c'est bien de la merde. Oui, tout ce qui est au-delà des 35 heures est majoré de 25% du taux horaire. Ok, ça inclut une réduction de charge sur ces heures au-delà de 35 pour l'employeur sur les 4 premières, ce qui est un retour déguisé aux 39 heures. Ça s'appelle la réduction Fillon. Ouais. Bah ça je connaissais pour le coup parce que malheureusement j'ai des gens de mon entourage qui se retrouvent dans ce genre de bail. Du coup, ouais. Puis bon, même si t'es payé plus, ça reste que c'est beaucoup d'heures de travail. Enfin, moi personnellement, je suis de ces personnes qui valuent plus, enfin qui donnent plus de valeur, parce que value c'est un néologisme anglais. Je donne plus de valeur à mon temps qu'à ma thune, disons que... malheureusement j'ai besoin de thunes pour vivre parce que il faut payer les factures et machin et tout, mais c'est genre je suis, enfin
vraiment, j'ai remarqué que je ne peux pas travailler à temps plein. Parce que juste, j'ai l'impression de perdre complètement le sentiment de vivre ma vie. Et en même temps, il faut que j'arrive à trouver un équilibre pour avoir assez de thunes, pour avoir la location de l'appart et pouvoir payer l'électricité et tout ça. Donc, c'est chaud. Bah ouais, c'est ça, Bob. Tout à fait. C'est un truc qu'on peut jamais récupérer. Et c'est c'est tellement compliqué, je trouve, de manager cette balance entre il faut l'argent nécessaire pour vivre, donc pour payer facture d'électricité, d'eau, te payer ta location d'appart ou de maison, ou rembourser ton crédit de maison si tu es propriétaire pour toi, et il faut faire les courses pour manger, et c'est tellement chaud de manager ça et en même temps d'essayer d'avoir assez de temps pour soi en fait et pour pas avoir l'impression que tu passes la majorité de ton temps à te faire exploiter par un capital. Enfin moi ça me déprime toujours un peu quand j'y pense et j'ai essayé en plus en bossant pour moi-même comme c'était de la cogérance et vraiment je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon sens de mon existence. C'est un truc de ouf. Ça me sidère en fait. Et c'est con parce que du coup, je me sens tellement mal de pas, comment dire, réussir. Parce qu'en même temps, je me dis, ouais, mais vas-y, moi, je suis juste autiste, je pourrais très bien arriver. En plus, j'ai pas tant de besoin que ça en tant que personne autiste. Je devrais pouvoir me forcer et tout. Mais en fait, le fait est que je me gaslight tout seul et que je ne peux pas. Et c'est assez dur à accepter. Je suis encore dans la phase d'essayer d'accepter. C'est très compliqué. On se donne du temps à des employeurs qui se comportent comme des connards. Ah ouais, putain. Ça, mais c'est ce qui me... C'est ça en plus, c'est genre quand tu passes du temps dans des grosses boîtes, bah il y a une personne qui vient régulièrement au bar à chat, qui bosse en usine pour des connards justement, et avec qui on discute souvent de ses conditions de taf. Et ouais, enfin genre, tout le monde est vénère de ça en fait, il y a plein de gens qui en ont marre. Et genre, c'est vrai que ça me fait plaisir qu'hier on soit plein dans la rue, partout. Parce que je me dis, ok, ça montre vraiment qu'on en a tous marre et que genre, cassez-vous les patrons de merde, cassez-vous le capital. Enfin, les patrons de merde, tous les patrons sont de la merde pour moi. Mais sauf quand bien sûr tu es ton propre patron, genre auto-entrepreneur et que t'essayes de galérer et tout. Même s'il y a des auto-entrepreneurs qui sont des connards, on va pas se mentir. Ça reste... Je sais pas. Travailler en sachant que c'est même pas, tu vas même pas avoir la totalité de comment dire, de la valeur de ce que tu produis quand tu travailles. Enfin, genre c'est toi qui as la force de travail, mais c'est ton patron qui en profite totalement. Et à la fin, t'as une compensation qui est pour beaucoup de fois pas équivalente à la valeur que ton entreprise que l'entreprise va gagner derrière. Alors je sais, c'est tout le principe du capital, Marx, tout ça, je l'ai lu, mais ça me sidère toujours autant. Je sais pas comment dire, mais ça me sidère toujours autant que le système se soit mis en place comme ça et que ça ait fonctionné et qu'on soit dedans et que genre on ait du mal à changer cette habitude-là. Je trouve ça c'est révoltant en fait. C'est juste voilà quoi. Et genre, je dis ça en étant une petite personne dans mon petit appartement. Voilà, ça fait très donneur de leçons. Et je suis désolée pour ça, mais c'est mon opinion personnelle. Le travail doit être quelque chose qui t'intéresse, c'est pas faux. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça, Bob, que je me bats pour avoir un travail qui m'intéresse un minimum. Ouais. Simple, Bob. Alors après, des fois, genre entre guillemets simple, des fois, tu te mets à être en... Enfin, comment dire ? J'ai vécu ça avec mon oncle. Parce que mon oncle, moi je viens d'une famille, c'est ouvrier des deux côtés, c'est des émigrés de Pologne des deux côtés. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents ont fui la Pologne avant que l'Allemagne l'envahisse durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que des deux côtés de ma famille, en plus ils étaient dans le couloir de Danzig, donc le premier truc qui s'est fait envahir quoi. Et du coup, ben... toutes les générations, on était
genre classe précaire, ouvrière. Mes arrière-grands-parents, ils ont été mineurs tous les deux. Après, leurs enfants, ils ont été à l'usine, ou alors ils étaient en boucherie-charcuterie. Enfin, voilà, tous les trucs classiques de genre, t'as pas de thunes, t'es arrivé en France, t'es son père. Voilà. Et j'ai un oncle, du coup, de la génération d'encore après, donc la génération de mes parents, tout ça. Globalement, c'est pareil. Hein, on est tous un peu des prolos, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mes parents, ça doit faire 30 ans maintenant, plus de 30 ans, qu'ils bossent dans la fonction publique. Ils ont toujours été la catégorie la plus basse. Ça fait que 2 ans, je crois, que ma maman a réussi à monter d'une catégorie et gagner 100 € de plus sur son salaire. Ce qui est absolument pas rien. Mais ça fait genre plus de 35 ans, je crois, qu'elle bosse dedans. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Et j'ai un oncle qui, voilà, bossait à l'usine et tout, machin. Et il est devenu cadre dans son usine. Et c'était quelqu'un de très, très sympa et tout. Et dès qu'il est devenu patron, il s'est mis tout d'un coup à avoir des idées de beaucoup plus droitards. Je sais en plus que c'est quelqu'un qui calcule tous ses frais réels et tout, et qui du coup ne paye pas d'impôts, alors que mes parents en payent, sachant que à lui tout seul, il gagne 2 fois le salaire de mes 2 parents combinés. Voilà. Et en fait, genre, c'est vraiment... Depuis qu'il est devenu patron depuis plusieurs années, il est passé dans un discours beaucoup plus droitard. Donc c'est pas un connard avec ses salariés, les personnes qui sont sous son management, si je peux dire ça comme ça. Mais depuis qu'il est devenu PDG de son morceau de la boîte, bah il a quand même un certain côté, entre guillemets, connard, qui s'est mis dans son rapport à la thune, dans son rapport aux autres. Et genre, il est pas froid ou méchant avec les gens, mais des fois, et d'ailleurs ma mère a dû lui rappeler plusieurs fois, il oubliait qu'un jour il avait été à leur place en fait. Qu'un jour, lui aussi, c'était lui qui mettait les fils sur les machines à l'usine de textile en fait. Que c'était lui qui manipulait les engins et qui était sous du management pas ouf et tout. Donc, des fois, le fait que tu te mets à avoir du pouvoir, ça peut changer la personne que tu étais. C'est pas forcément le cas. Mais malheureusement, c'est un petit peu... En fait, je trouve que c'est un phénomène qu'on voit dans tous les milieux, pas que quand tu deviens cadre. Mais dès qu'une personne se met un peu à avoir de pouvoir ou de notoriété d'une certaine manière, il y a, disons, des pentes que si t'es pas un petit peu... si t'as pas un petit peu de self-awareness, que t'es pas un petit peu conscient, que tu prends pas un peu de recul, tu peux facilement tomber dans des systèmes où tu vas te dire... Ah ouais, ça, en fait, c'est plus facile pour moi maintenant. Et tu vas te mettre à profiter, en fait, de ta position par rapport aux autres, sans forcément toujours t'en rendre compte. Et genre, là où ma mère, elle a servi d'ancrage et où elle a essayé de ramener un peu mon oncle, en gros, à chaque fois qu'il se voit, ma mère, elle lui rappelle des trucs, parce que, genre, sinon, il se met vraiment à, genre, trop tourner à droite. Bon, même si... il vote à droite et tout, et que genre lui il est macroniste et que moi je suis là en mode aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce que je fais? Ça reste, en fait, ça reste compliqué des fois quand t'arrives à certaines positions et qu'on te donne l'impression que tu peux faire plein de trucs, que tu peux te permettre d'être comme ça. Et bah, ça peut en fait te faire changer si t'as pas un minimum d'ancrage qui arrive. Ça peut être un manque d'empathie. Après, voilà, il y a des stats qui disent que la plupart du temps, les gens qui sont à très haut échelon, ils manquent d'empathie et tout. Mais ça peut être aussi des fois que genre, on te montre que tu as ces droits-là parce que tu es à tel niveau de pouvoir et tu vas oublier qu'avant avant tu étais dans la même situation que les gens. Tu vas oublier tout ce passif-là et tu vas te dire ouais mais maintenant j'ai le droit de faire ça. Puis des fois il peut y avoir de la fatigue aussi. Genre mon oncle je sais qu'il a bossé genre 25 ans, plus même. Enfin, il a commencé à bosser à ses 16 ans à l'usine et il est devenu cadre vers ses 40 balais et là il est devenu PDG vers ses 45. Ça a été assez vite parce qu'il y a eu des magouilles, mais enfin des magouilles, il y a eu des trucs d'entreprise privée que je comprends pas parce que je ne suis pas dans ce milieu et parce que ça ne m'intéressait pas à l'époque très honnêtement, parce que j'étais ado et j'étais en mode ouais vos discussions d'entreprise ouais je sais pas trop.
Et voilà, et du coup, en plus, il peut y avoir une certaine fatigue de genre t'as trimé tellement, là t'en arrives à un stade où t'as plus à trimer, et ben tu peux facilement aussi par fatigue et par te dire ouais moi j'ai ces facilités là, ben je vais me reposer un petit peu sur ces facilités là. Et je pense que voilà, il y a une part de genre c'est humain aussi, de un moment tu fatigues quand t'as bossé 30 ans sur des trucs de ouf, hyper difficiles, que tu faisais tes 39 heures à l'usine, que tu faisais des nuits à l'usine, et que là t'en arrives à genre ah, t'as plus forcément à faire des nuits. T'as d'autres trucs, mais t'as plus forcément à faire des nuits. Tu peux rentrer chez toi, tu peux voir ta famille, machin. Voilà, je pense que dans certains côtés, c'est normal qu'il y ait une fatigue humaine là-dedans. C'est juste que c'est pas, pour moi, c'est pas forcément un manque d'empathie. Ça peut pour certaines personnes, mais je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans forcément le manque d'empathie. Je pense qu'il y a de la fatigue, il y a, je sais pas, des trucs de genre. Je pourrais même pas vous dire quelle exactement dynamique de pouvoir il y a parce que je suis pas expert dedans du tout. Mais je sais qu'il y a des dynamiques quand t'arrives à avoir du pouvoir qui débarquent et voilà quoi. Tiens, j'ai acheté une baraque. Oh! Eh bah c'est ça Bob. Mais tout le monde ne peut pas, enfin, tout le monde n'a pas la capacité. Enfin, en fait, il y a aussi des gens qui n'ont pas de souvenirs. Et je sais que moi, c'est le cas. Par exemple, j'ai du mal à me rappeler des moments heureux. Et j'ai de très bons souvenirs, par contre, de tout ce qui a été traumatique dans ma vie. Ce qui est genre super. J'ai vraiment un cerveau très sympathique. Du coup, pour moi, c'est facile, par exemple, de me rappeler mes moments de galère et mes moments compliqués. Et de jamais oublier qu'il y a eu ces moments-là et de jamais reproduire les mêmes choses. Parce que ça me tient à cœur de jamais tomber dans les dynamiques de ces gens-là. Mais après, il y a des gens qui, malheureusement, ont pas de souvenirs et genre next direct. Du coup, tu peux ne pas te rappeler de ces choses-là. Mais voilà. Mais après, c'est genre... C'est tout le complexe des êtres humains. C'est qu'on est chacune différente et qu'on n'a pas les mêmes rapports aux autres. Mais c'est clair que si tu peux t'en souvenir ou avoir un journal où tu notes et où tu te rappelles que t'as été dans ces situations-là, ça aide vachement à ne pas être un connard. C'est clair. Bah c'est ça, Bob. Tout à fait. Alors j'ai vu qu'il y a d'autres messages. On ne se bat pas contre le... On ne se bat tant pas contre le capitalisme que contre notre propre classe sociale qui refuse de prendre sa part. Oui, bah après le problème c'est qu'avec les dynamiques qu'il y a aussi, moi en fait j'en veux pas spécialement aux gens qui ont du mal à se dire qu'il faut lutter parce que je peux comprendre que ce soit pas facile d'être forcément dans l'émotion de la révolte et dans l'émotion de la lutte et que pour certaines personnes tu sois plutôt dans l'émotion de la fatigue ou dans l'émotion de la résignation parce que malheureusement il y a des gens qui ont perdu l'espoir que ça puisse changer aussi parce que tout ce qu'on nous martèle constamment dans beaucoup de médias qui sont à la télé et que des gens peuvent consulter, beaucoup de la place médiatique elle est montrée au genre oui, tu suis le gouvernement, de toute façon il y aura le 49.3. Et il y a un moment, je comprends que tu puisses en arriver à des stades où tu prends pas ta part parce que juste tu te dis que ça va pas être possible. Et moi j'en veux pas aux gens d'être dans cette émotion-là parce que c'est leurs émotions en fait. Et je peux pas les forcer à se révolter. Je peux leur montrer que la révolte sert à quelque chose et que ça puisse leur donner envie d'y participer. Mais c'est pas possible que j'arrive et que je leur dise non, t'as tort de ressentir cette émotion là parce que t'as pas tort de ressentir une émotion en fait. Ton émotion tu la ressens et c'est ce qui te vient naturellement et t'auras jamais tort de la ressentir. Et c'est ce que tu ressens, ne t'invite pas à aller prendre ta part, ne t'invite pas à te révolter et à lutter. Tout ce que je peux faire c'est te montrer que la lutte est présente, qu'il y a des gens qui ont les moyens et que tu peux regagner de l'espoir en venant avec nous, que tu peux regagner de l'espoir en allant dans la rue, en manifestant, en luttant ou en faisant des trucs sur les réseaux qui montrent les autres ou en parlant de ces sujets-là, en parlant de tes difficultés. Mais tout ce que tu peux faire c'est inciter. Et genre moi je lutte pas du coup contre les gens qui ne prennent pas leur part, c'est plutôt j'essaye de les inviter à venir prendre leur part. Du coup j'appellerais pas ça vraiment de la lutte contre LE, mais plutôt une invitation à genre essayer d'avoir un prisme différent tout en t'as ton émotion à l'intérieur de toi et je vais pas la nier en fait. C'est genre tu peux pas nier les émotions de quelqu'un, à mon sens en tout cas j'en suis pas capable de nier les émotions de quelqu'un et ce serait genre nier à sa personne, sa propre personne. Du coup
voilà. Du coup, j'appellerais pas ça de la lutte, mais plus une invitation à genre venir avec les autres et prendre un regard différent. Je pense que c'est ça le mieux. Et oui, Donio, tout à fait. Devenir patron, t'as des intérêts divergents. Et ça peut pousser à devenir un connard, c'est ça. C'est tout à fait ça. On peut avoir vécu peu ou pas de galère et avoir de l'ambition. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que statistiquement, je sais qu'il y avait eu des statistiques sur les patrons de boîtes et que en général, plus tu montes dans les grades, moins les gens ont d'empathie. Parce que si tu as de l'empathie de base, tu vas moins facilement t'instaurer dans les dynamiques que le monde hiérarchique de l'emploi va mettre en place, et tu vas être moins à même, par exemple, d'être compétitif ou compétitive envers tes collègues. Tu vas moins te permettre de prendre des actes, de faire des actions qui peut-être vont avoir des conséquences sur tes collègues ou vont les mettre sur un niveau différent. Oui, c'est ça, les dynamiques d'exploitation. C'est le mot que je cherchais. Comme je disais, hein, je suis pas j'ai pas forcément tous les termes pour parler de ces sujets-là. Là, c'est vraiment genre newbie kit qui parle de trucs comme je les connais, comme je les ressens, mais j'ai pas la science infuse du tout sur tous ces sujets-là. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai connues de ma famille, parce que famille de gens qui a pas de thunes et qui sont soit au plus bas de l'administration, soit à l'usine, soit qui se démerdent entre 5 boulots différents, soit qui sont à la retraite mais qui sont encore obligés de travailler, enfin plein de situations comme ça, enfin de gens qui sont prolos quoi, pas de gens qui ont de la thune. Du coup j'ai pas forcément les bons termes parce que je m'y connais pas bien. C'est juste que je les vois, les effets, et je les connais aussi d'entreprise et tout ça. Non, t'inquiète, Lapinou, c'est Lapinou, n'importe quoi. Laïnou. Désolée, j'ai mis un P. C'est mignon, Lapinou aussi. Mais Laïnou. Mais c'était juste pour dire voilà, que je suis désolée si j'ai pas... C'est plus pour m'excuser de pas forcément avoir les bons termes. Je l'ai pas du tout pris comme quelque chose de méprisant. Mais oui, c'est tout à fait des dynamiques d'exploitation. Et en fait, quand t'as de l'empathie, t'as plus de mal à te mettre dans ces dynamiques d'exploitation parce que tu vas pas vouloir en fait entre guillemets cracher sur les autres. Moi c'est tout mon problème, c'est que dès que je suis quelque part, personnellement j'ai beaucoup d'empathie envers les autres. C'est-à-dire quand je comprends l'émotion que quelqu'un vit, j'ai tendance à être une éponge de cette émotion et j'essaye de pas le faire. Mais du coup j'ai eu beaucoup de difficultés, même c'est con, mais à l'école à faire certaines choses parce que je voulais pas mettre en porte-à-faux mes camarades en fait. Je sais pas, mais il y a des trucs comme ça où du coup ça a été montré, genre le pouvoir peut réduire l'empathie, ou alors au départ t'as un petit peu moins d'empathie, ce qui peut t'amener à avoir des positions de pouvoir. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très empathiques et qui sont à des positions de pouvoir, donc voilà, c'est juste que peut-être on les voit moins, ou peut-être c'est d'autres types de boîtes. Typiquement, je vais prendre un exemple, mais dans les associations ou dans les collectifs, souvent même dans des choses très horizontales, tu vas avoir quelques personnes qui vont entre guillemets ressortir du groupe comme étant un peu plus les personnes qui ont de l'énergie, qui lead entre guillemets, et pour autant ça peut être des personnes très empathiques et qui ne vont pas avoir de dynamique sur les autres. Mais c'est aussi, je pense, parce que derrière il n'y a pas un enjeu de capital, et que derrière il n'y a pas un boss encore au-dessus qui est là pour dire ouais il faut des résultats, parce que s'il n'y a pas de résultats il n'y a pas de thune et t'es viré, parce que voilà, c'est des dynamiques différentes. Et du coup pour moi les associations, les collectifs sont d'une certaine manière, dans plusieurs en tout cas, ceux que moi j'ai pu connaître et d'autres dont j'ai pu avoir les échos, il n'y a pas forcément ces dynamiques d'exploitation qui se mettent en place, parce qu'on n'est pas dans une dynamique de production du capital, mais où on est déjà dans une étape de si on est en général dans un asso ou dans un collectif, c'est pour faire des choses soit pour nous, soit pour aider une cause. Et du coup, c'est en général des personnes qui vont avoir de l'empathie, qui vont se retrouver dans ce genre d'endroit. Et du coup, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, un petit peu de pouvoir, qui se retrouvent dans ces associations-là, qui exercent un petit peu de pouvoir sur les autres, mais qui pour autant ont de l'empathie. Donc pour moi, il y a quelque chose...
de mon point de vue, je sais pas s'il y a eu des bouquins là-dessus parce que je m'y connais pas vraiment, mais il y a un truc de aussi la différence entre genre quand t'as derrière un autre patron au-dessus et ce besoin de remplir un quota capitaliste et quand tu fais quelque chose juste pour faire quelque chose ou aider d'autres personnes ou te faire produire des trucs qui te font du bien à toi et qui sont pas dans une logique de vouloir faire de la thune. Et voilà quoi, genre je pose ça là et je sais pas quoi en faire, voilà. Comme je suis encore fatiguée, des fois je vais poser des trucs et ça va mariner dans un coin de mon cerveau avec 8 autres trucs. Et un jour j'aurai une conclusion à donner à ça. Et piou piou meuf, j'espère que ça va. Alors, reprenons la lecture parce qu'on a divagué. J'avais dit que ce serait très divagant, c'est comme hier, hein, l'après-manif, voilà. Alors, haut salaire égale chômage, point d'interrogation. Compétitivité. Tiens donc, nous en parlions. Le terme revient de manière obsessionnelle chez les décideurs économiques. Entendez, si les entreprises françaises sont obligées de délocaliser, c'est parce que le travail coûte beaucoup moins cher ailleurs. Pensez donc, pour une entreprise, H&M ou Carrefour par exemple, le coût horaire moyen d'un ouvrier en Chine est inférieur à 2 $, à 50 centimes au Bangladesh, au Vietnam ou au Cambodge, où se concentrent les usines textiles. Les pays industrialisés ne peuvent rivaliser avec la compétitivité des pays où les salariés sont sous-payés. C'est faux. Car, dans les pays les plus industrialisés, les machines et les techniques sont bien plus performantes, ce qui les rend plus efficaces. Les salariés sont à première vue plus chers pour leurs employeurs, mais ils produisent beaucoup plus vite et de meilleure qualité. Ils peuvent donc être, au final, plus rentables que des travailleurs à bas coût et peu productifs. Ainsi, l'OCDE, sorte de club des pays riches, ok, j'allais dire c'est quoi l'OCDE, peu suspecte de gauchisme, a calculé qu'un salarié français produisait en moyenne plus de 60 € en une heure, soit 15 fois plus qu'un ouvrier au Bangladesh. De plus, la fabrication physique des produits ne constitue qu'une toute petite partie du prix d'un produit. Sur une paire de baskets Nike vendue à 80 €, le coût de la main-d'œuvre représente 3 € environ. La plus grosse part du prix rémunère la conception en amont, le dessin de la chaussure, l'image de marque, etc. et la commercialisation en aval, campagne publicitaire, vente dans les magasins de détail, etc. Ainsi, sur la même paire de chaussures, les frais et la marge du distributeur représentent la moitié du prix et ceux de Nike, 20 €, tandis que l'achat des matériaux de fabrication représente 11 €. Quand même une belle marge vu le prix de ces chaussures. Hop. Ah, il y a une définition pour compétitivité. La définition de compétitivité, c'est capacité d'une entreprise à affronter la concurrence avec succès. La marge des intermédiaires et les salaires des ingénieurs qui dessinent et conçoivent les produits, des commerciaux qui organisent leurs ventes et des vendeurs en magasin représentent infiniment plus que les salaires des ouvriers. Cependant, personne ne songe à délocaliser, pour l'heure, les cadres car leurs fonctions sont jugées stratégiques. Et oui, évidemment, donc là ce que le truc essaye d'expliquer, si je comprends bien, c'est que en gros, on nous dit nanani nanana, les ouvrières en France c'est trop cher donc on délocalise, alors que la réalité c'est que la majorité du coût de production d'un objet n'est pas la dite production de l'objet en elle-même, donc être sur les machines en train de les fabriquer, c'est plutôt tout ce qui va être la conception par la personne qui conçoit l'objet, les campagnes publicitaires, la vente après dans les magasins, mais comme on estime que tout ça c'est du travail de cadre, et on veut pas le délocaliser. Donc là déjà il y a un truc, de genre on remet toute la faute sur les ouvriers, les ouvrières, donc
entre guillemets le plus bas, les gens qui sont le moins payés dans ces conceptions, et on dit oui on délocalise parce que vous coûtez trop cher, mais la vérité c'est pas ça, et c'est plus la manière dont on va commercialiser le truc et le concevoir qui coûte méga cher. Ok, donc là le bouquin colle bullshit sur les discours politiques, bien évidemment. Et salut Powerhead, bienvenue à toi, je vois que c'est ton premier message dans le chat. Le chat. Dans l'Union Européenne, les écarts de coûts... Ah, et puis du coup, bienvenue sur le piquet. On est en train de lire Manuel, un dossier de sciences sociales. Il y a mon chat qui pleure, je ne sais pas pourquoi. Et on est en train de lire le travail coûte-t-il trop cher en France de ce bouquin. Et par une personne qui n'y connaît pas grand-chose en sciences sociales et qui est en train d'apprendre. Dans l'Union européenne, les écarts de coûts salariaux déterminent-ils le niveau de chômage ? Paulina est bulgare, ouvrière dans le textile où prolifère travail non déclaré, heures supplémentaires contraintes non payées, salaire de misère. Vraiment excellente ambiance. Ce matin, elle a cousu des dizaines de t-shirts aux étiquettes Diesel et Disney, ou Disney si j'ai envie de le dire en français, ou au motif des mignons. Au terme de ces 8 heures de labeur, Paulina gagne 45 € non déclarés. L'heure de travail coûte 9 fois moins cher en Bulgarie, 5,30 €, qu'au Danemark, 46,30 €. Mais, en janvier 2019, le taux de chômage en Bulgarie était de 6,4% et au Danemark de 4,9%. Les bas salaires ne sont donc pas synonymes de chômage faible. Et oui, visiblement. En Allemagne, à la fin de l'année 2018, l'heure de travail d'un ouvrier du secteur manufacturier, alimentaire, textile, métallurgie, chimie, etc., coûtait 41,30 € en moyenne, soit 2 fois plus qu'au Royaume-Uni. Taux de chômage en Allemagne, 5%, en Grande-Bretagne, 4%. Rien de proportionnel à l'écart entre les coûts du travail. En France, fin 2018, le coût horaire du travail était de 38,30 €. En Italie de 28,10 €. En Espagne de 21,80 €. Cherchez l'erreur. En France, le chômage s'élève à la même période à 9,1%, bien inférieur au chômage en Espagne, 14,3%, et en Italie, 10,3%, où les salaires ouvriers sont très bas. Le coût du travail n'est pas le seul, ni même le principal déterminant des décisions de localisation et d'embauche des entreprises. La qualification de la main-d'œuvre est souvent décisive, de même que les réseaux de transport, la proximité aux consommateurs, etc. Oui, donc là, ce que le truc est en train de démontrer, c'est que, en gros, la baisse des salaires des ouvriers-ouvrières et le fait que ça ferait réduire le chômage, c'est faux, étant donné que statistiquement, on a plusieurs pays qui montrent l'exemple de, malgré que le taux de rémunération des ouvriers et ouvrières soit plus élevé, le chômage y est moins fort. Donc, encourager la délocalisation ou soutenir le fait que délocaliser c'est pas grave, c'est un mensonge complet de ce qu'on peut voir. Dans les grandes entreprises, chaque délocalisation réduit d'un facteur non. Attends, je comprends pas. Mais dans les grandes entreprises industrielles, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de salariés, Qu'est-ce que tu veux dire réduit d'un facteur ? Je comprends pas. C'est quoi le facteur dont tu parles ? Parce que pour moi, réduit d'un facteur, ça veut rien dire. Sauf si on est à la poste. Mais je comprends peut-être mal le message. Est-ce que tu peux expliciter, tu penses ? Parce que là, c'était... Je suis confus. Je suis confus. Coût du travail ou prix de la sécurité sociale. C'est vrai parce qu'on nous bassine aussi que la sécurité sociale, c'est un problème. Sabrina a la grippe, mais elle sourit à la pharmacienne qui lui tend la poche de médicaments. Rien à payer, tout est pris en charge par la sécurité sociale, lui explique cette dernière. Ça l'arrange. Sabrina, les médicaments gratuits et la consultation chez le médecin remboursés. C'est une chance ce système en France. Elle a un arrêt maladie d'une semaine. Une semaine sans travailler dans la grande surface où elle est responsable de rayon, mais pas sans revenu.
une partie des journées non travaillées lui seront quand même payées. Qui paie ses dépenses de santé? La solidarité de tous les salariés. Enfin, tous les salariés. Je vais je vais mettre de l'inclusif moi-même dans le texte. Plus précisément, les cotisations sociales que tous te mettent en commun chaque mois dans les caisses de la protection sociale. Chacun cotise et chacun reçoit une aide en cas de chômage, de maladie, d'accident du travail ou pour sa retraite. Les ayants droit, les enfants notamment, sont couverts aussi en cas de problème de santé. Si Sabrina connaît un jour une période de chômage, elle touchera une allocation. À la retraite, elle percevra une pension financée par les salariés qui cotiseront pour elle. Dans l'immédiat, ses enfants lui donnent droit aux allocations familiales. Sabrina, comme tous les autres salariés, quand elle travaille, crée de la richesse, crée de la valeur. Ok. D'un point de vue strict comptable. Oui. Oui, mais ce que je veux dire, parce que d'un point de vue strict comptable, en effet, ça fait de la thune pour les actionnaires. Déjà, personnellement, je m'en fous que les actionnaires aient de la thune. C'est même pas juste que des actionnaires aient de la thune. Juste parce que t'avais de la thune et t'en as investi quelque part, tu récoltes encore plus de thune. Excusez-moi, mais pardon. Est-ce que tout le monde n'aurait pas le droit de faire ça, du coup? Et pourquoi LE ont des sommes faramineuses juste pour avoir fait ça? Il y a une notion de genre... Personnellement, je trouve pas ça très juste. Après, la notion de justice, elle est personnelle. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que genre... Le discours, à chaque fois, il est tourné vers les personnes au cheveux... vers les gens en France pour, en gros, s'excuser et dire que genre... oui, la délocalisation, ben, c'est pas uniquement à cause de ça qu'il y a... Non, comment je veux dire ça? Je me perds dans mes mots. Ce que je veux dire, parce que moi je suis plus là pour défendre en fait les travailleurs et les salariés, c'est que le gouvernement dit toujours qu'il faut baisser les salaires parce que sinon les entreprises délocalisent et ça fait du chômage. Le truc, c'est que les stats du chômage montraient que la France avait beau avoir un coût plus élevé sur la paye de ses salariés, on avait moins de chômage. Donc, tous les discours qui disent que délocaliser, c'est pas grave, dans un sens, c'est faux, parce que si tu délocalises, il y a des gens qui vont perdre leur travail, et en fait, ça ne profite qu'aux actionnaires. Et évidemment, le gouvernement a tout intérêt à faire croire au peuple que c'est pas grave. Parce que le gouvernement, c'est eux qui l'invite d'avoir dans la poche, c'est les actionnaires. Mais c'est justement je pense que ce que le bouquin essaye de démontrer, c'est que pourquoi c'est du bullshit? Parce que on veut nous faire croire à nous que c'est pas grave, que c'est notre faute aussi, que genre le taux de chômage augmente parce que on veut pas baisser nos salaires et machin, alors que c'est pas ça la solution, parce que visiblement dans d'autres pays le coût est moins cher et pourtant il y a plus de chômage, donc c'est bien que c'est pas ça la solution, et que tous les discours autour de la délocalisation, ils sont présents pour les actionnaires, pour justifier les actions qui profitent aux actionnaires et qui profitent pas au peuple, parce que le gouvernement a tout intérêt à avoir les riches dans sa poche plutôt que le peuple. En tout cas actuellement, c'est ce que le gouvernement veut, hein. Clairement, la réforme des retraites, elle n'est pas pour nous, hein. Elle va profiter aux gens qui ont la thune, elle va pas profiter à nous. Nous, on est toujours dans la même merde et on veut nous mettre encore plus dans la merde. Donc, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire par rapport à ce que je lisais. Après, peut-être j'ai tort, peut-être je suis nulle, je ne vais pas dire le contraire. Comme j'ai dit, je ne maîtrise pas ces sujets-là, et vous en savez beaucoup plus que moi là-dessus, j'en suis sûre. Mais voilà, c'est sûr que délocaliser, ça te donne des gains aux actionnaires, mais personnellement, j'en ai rien à foutre que des gens qui ont déjà des piscines de thunes et encore plus de thunes, genre donner l'argent à des gens qui en ont pas en fait, ou qui en ont pas assez pour pouvoir vivre tranquille, sans s'inquiéter à la fin du mois de pouvoir payer tes factures, sans devoir manger n'importe comment, ou des fois te priver de manger parce que t'as pas de thunes, quoi. Donc bon. Discuter d'un argumentaire de productivité éloigne toujours de l'objectif. J'ai ces sujets pour éviter de parler. Certes, je sais pas ce que tu entends par argumentaire de productivité. Là, parce que j'ai pas parlé de
productivité. Et merci HBKGO pour le raid, bienvenue à tout le monde, vous êtes sur le piquet de stream. Ici nous récoltons des dons pour la caisse de grève, pour que les salariés puissent être compensés de leur perte de salaire lorsqu'ils font grève. N'hésitez pas à donner si vous le pouvez, à partager autour de vous le piquet, parce que plus il y a de monde qui regarde et qui peut mettre de la thune dans la caisse de grève, plus on peut aider les copains. Et n'hésitez pas non plus à aller manifester et à militer autour de vous pour qu'on ait plus de monde qui se révolte contre cette réforme des retraites. Productivité. Yes. Du coup, tu penses que discuter de l'argumentaire productivité, coût du travail, je sais pas. Moi, c'est ce que fait le bouquin et enfin, en tout cas, c'est ce que fait la partie qu'on est en train de lire. Ouais, on a 40 000 balles, c'est beaucoup. On a un 13-12 aussi, on a un très beau 13-12. On a 40 213-12. Voilà, personne qui a fait le dernier nom a très bien timé. Après, pour moi, l'argumentaire ne marche pas envers les gens qui ont de la thune et qui de toute façon s'en foutent. Pour moi, là, ce que le bouquin essaie de faire, en tout cas de ce que moi j'en comprends, moi ce que j'interprète de ce que le bouquin est en train de me dire, c'est que ça essaye de coller un peu le bullshit des discours qu'on nous offre pour montrer que c'est pas vrai et du coup essayer d'ouvrir les yeux des gens qui ont pas vraiment de contre-discours là-dessus, du fait que tout ça c'est bullshit et ça va pas nous aider, et de se rendre compte qu'on nous raconte de la merde en fait, juste pour servir les intérêts de gens riches pour qu'ils soient encore plus riches, et il faut manger les riches. Le bouquin définit protection sociale par elle se compose d'un ensemble de mécanismes et d'institutions chargés de protéger les individus contre ce que l'on nomme les risques sociaux. La maladie, le handicap, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la dépendance, l'accès au logement, la maternité, le chômage, etc. Oui, tout le truc qui font partie de la protection sociale en effet. Alors, où va la valeur créée par le travail de Sabrina ? Oui, on vient de se dire la même chose, pardon. J'ai parlé avant. Mais oui, du coup, on s'est compris. À l'État qui prélève des impôts, à l'entreprise, à ses propriétaires qui récupèrent des profits, et à Sabrina qui reçoit son salaire. Alors, profit, la marge de profit correspond à l'écart qui existe entre le prix unitaire et les coûts unitaires pour une entreprise. Les marges permettent de voir le profit que gagne une entreprise par unité de production. Le profit ainsi dégagé peut servir à l'entreprise soit à distribuer des dividendes aux actionnaires, soit à autofinancer une partie de l'investissement. Alors, en réalité, ce salaire lui est versé sous la forme d'un salaire net. 1600 € pour Sabrina, virés chaque mois sur son compte en banque, après prélèvement à la source de son impôt sur le revenu, puis sous la forme des cotisations sociales, 1000 € par mois dans le cas de Sabrina. Alors, ici est défini aussi salaire net, somme d'argent perçue réellement par le salarié sur son compte en banque. Il se calcule en déduisant du salaire brut payé par l'employeur les cotisations sociales salariales qui représentent 25% du salaire brut et contribuent au financement de la protection sociale. Retraite, remboursement des dépenses de santé et allocation chômage. Of course. Alors, c'est un peu dommage sur ce bouquin parce que je trouve que ça explique des trucs qui sont, je pense, utiles à expliquer, que tout le monde ne sait pas forcément. Mais des fois, ça va mentionner des choses aussi qu'on connaît pas en fait. Genre, quand ça parlait des mini-jobs allemands, moi personnellement, je connaissais pas et du coup, j'ai dû aller voir ailleurs parce que c'était pas défini. Tout à l'heure, ça parlait de l'OCDE, je crois que c'était ça. Ouais, l'OCDE, et ça n'a pas défini ce qu'était l'OCDE, et c'est un peu dommage parce que des fois ça explique des concepts qui sont utiles à savoir, et des fois ça en manque des plus spécifiques qui seraient utiles à connaître aussi. Ce qui est un petit peu dommage quand on n'y connaît rien en sciences sociales du coup. Mais bon, ça va le faire. Ces 1000 € se divisent en cotisations sociales salariales et en cotisations sociales patronales. Sabrina reçoit ainsi un salaire brut qui cumule son salaire net et ses cotisations salariales. Donc oui, le salaire brut, hop,
Ah, bah ils l'ont mis dans la couleur de genre c'est défini, mais il n'est pas défini. Très bien, je suis très triste. C'est pas grave, mais de toute façon, le salaire brut, voilà. Mais son vrai salaire, le salaire super brut, comprend également les cotisations patronales, soit 2600 €. Les 1600 € du net, plus les 1000 € de cotisation. Ce salaire total, c'est le vrai salaire de Sabrina, la part de la richesse créée qui lui revient, soit directement, soit de façon différée via ses cotisations sociales. On nomme la partie du salaire constituée par les cotisations sociales le salaire socialisé. Il permet chaque mois de verser des prestations sociales, par exemple à Michel et Louise, les voisins de Sabrina, qui sont retraités, mais aussi aux personnes qui sont malades ou à Sabrina elle-même en cas de problème ou bien pour ses enfants. Prestations sociales, versement effectué par la protection sociale, soit en espèces, pension de retraite par exemple, soit en nature, remboursement des dépenses de santé. Tout à fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut avoir quelques bagages pour lire certains articles. Ce qui est dommage pour un truc qui donnait l'impression, en tout cas moi c'est l'impression que j'avais eue, que genre c'était un livre plutôt, voilà, parce qu'ils disent de ce livre, sans jargon ni dogme ni abstraction, il fournit 1000 arguments contre les fausses évidences partout répétées qui célèbrent le marché libéré, la mondialisation telle qu'elle est, les chefs de toutes sortes, le mérite scolaire, la bonne santé des démocraties. Du coup, genre, moi quand on me dit sans jargon, pour moi, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de jargon non compréhensible. Mais le bouquin, on utilise quand même. Du coup, c'est dommage. Mais je suis peut-être trop littérale. Excuse me, autism bitch. Oui, il est énorme. Il fait 1000 pages. C'est un trop gros livre. C'est un beau bébé, dites-moi. Alors, comment les libéraux veulent-ils faire baisser le coût d'un emploi pour une entreprise? Hop. Baisser directement les salaires nets est compliqué. Personne ne l'accepterait. Donc les libéraux réclament une baisse des charges, les 1000 € de cotisation sociale de Sabrina, pour les entreprises. Ils utilisent sciemment le mot charge plutôt que cotisation sociale. Car personne n'aime ça, les charges. Le terme est choisi à dessein pour figurer une contrainte pesante qui empêche d'être flexible. Oui, tout à fait. Ça, c'est indéniable. Le terme de charge, il est utilisé pour que ça ait l'air compliqué pour eux, les pauvres. Oh là là, c'est si triste. Vous sentez que j'en ai rien à fiche. La réduction des charges, selon ses promoteurs, passe mieux auprès du grand public que l'idée d'une baisse des salaires nets. Pourtant, réduire le salaire socialisé revient bien à baisser les salaires effectivement payés par les entreprises et dont bénéficient les salariés. En diminuant les cotisations sociales qui coûtent aux entreprises, les libéraux espèrent faire d'une pierre trois coups. 1. Les profits des entreprises augmenteraient. 2. La sécurité sociale verserait moins aux salariés, alors incités à souscrire davantage à des assurances privées. Évidemment. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est... c'est ça, exactement comme le dit Powerhead, c'est le nerf de la guerre en politique. Mais c'est pas pour rien, alors, je sais pas si vous aviez vu cette vidéo intéressante. C'était sur Mediapart, je crois, ça devait être un vieil épisode de OLG que j'avais jamais vu. Qui parlait justement de l'introduction de termes comme islamo-gauchisme, c'est le premier qui me vient en tête, mais il y en a d'autres qui sont entre guillemets moins in your face. C'est genre que globalement, quand on regarde sur ces dernières années, il y a des mots de langage qui étaient utilisés uniquement par l'extrême droite, qui sont progressivement devenus des mots de langage qu'on utilise couramment sur les médias ou en politique, par des partis qui ne sont pas forcément l'extrême droite. Et en fait, c'est tout le jeu, enfin, c'est con, hein, mais beaucoup de bouquins dystopiques parlent justement de la manipulation du langage, parce que c'est tout le jeu actuel en politique, c'est de manipuler le langage, et c'est un jeu du discours en fait, c'est un jeu d'éloquence, tu manipules le langage pour faire mieux passer tes idées. Et du coup il y a plein de choses qui ne sont pas dites forcément genre cash, mais qui sont entourées de miel ou de concepts qu'on a un petit peu modifiés pour que la pilule tu l'avales mieux quoi.
Et moi j'avais trouvé ça intéressant cet épisode-là, et je crois que c'était un vieil épisode de OLG, ouais. C'est sur comment, avant des termes que t'aurais entendu et t'aurais dit, mais c'est l'extrême droite, là ça va pas du tout, arrêter, c'est devenu du discours classique en fait. Et moi je trouve ça très effrayant qu'il y ait des mots comme ça qui soient devenus des trucs tranquille, bilou, tu peux sortir ça à la télé, personne te dit plus rien. Alors que t'aurais fait ça il y a 10 ans, c'est genre allô, bonjour, bonjour extrême droite, racisme, allô, est-ce que arrêtez-vous, s'il vous plaît. Donc bon. Islamo-gauchisme, une notion inventée par des penseurs comme Manuel Valls. Tout à fait, El Mojito de Ibiza. Putain, j'ai trop envie de renommer Jean-Michel Blanquer El Mojito de Ibiza maintenant. Je connais pas du tout Chomsky. Pour moi, Chomsky, ça m'évoque une meuf qui fait du 2D art. Du coup, je pense pas que ce soit la même chose. Et oui, tout à fait, Powerhead. Il y a un truc de... On part déjà avec... comment dire, des bagages en moins parce que y a ces termes-là qui sont instaurés et du coup c'est compliqué. Mais oui, islamo-gauchisme, il me semble qu'au départ ça vient de l'extrême droite et que justement après c'est venu dans la bouche de gens comme Valls et comme Morito de Ibiza et ensuite c'est instauré comme du discours classique. Mais globalement, il y a beaucoup de personnes du gouvernement de Macron qui... depuis même son premier mandat, utilise des termes qui avant étaient uniquement utilisés par des gens comme le Rassemblement National. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que maintenant, du coup, ça devient genre classique alors qu'on est censé s'offusquer de ce genre de choses. Enfin, moi, personnellement, quand je vois des gens dire islamo-gauchisme ou wokisme, je sais tout de suite que je ferme la page. Alors que je sais que maintenant, il y a des trucs même classiques qui sont pas forcément extrême droite qui en parlent. Mais juste parce que je suis pas d'accord avec comment dire, avec le fait que ça devienne du classique. Parce que ça devrait pas. Charge patronale. Bien. Ah, t'as tout toi? Bah je sais pas. Après, tu vois, tu lis ta fiche de salaire et tu comprends ce qu'il y a dessus. Moi, un truc, par exemple, Wendigo, c'est que la première fois que j'ai eu une fiche de salaire, personne m'avait expliqué comment fallait lire ce truc. Jamais. Du coup, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui était quoi et pourquoi il y a des trucs qui correspondaient pas. Et en fait, on n'avait jamais pris le temps de m'expliquer tout ça. Et il a fallu que ce soit ma maman, en remarquant que je ne comprenais pas ma première fiche de salaire, qui se pose avec moi et qui m'explique les lignes, ça correspondait à quoi. Parce que on m'en a jamais parlé. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas forcément toutes ces lignes non plus. Après je suis peut-être con et je viens peut-être d'un... Enfin, non, je sais pas, c'est moi qui suis con, mais je pense que tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Ma mère, elle connaît bien ces trucs-là parce que elle a bossé en administratif à la paye des profs, donc elle faisait des fiches de salaire, donc elle a appris les trucs forcément. Donc elle a pu m'expliquer. Mais je sais que il y a un autre membre de ma famille qui, on lui a expliqué à 30 ans en fait comment fallait lire sa fiche de salaire parce qu'elle comprenait pas tout et parce que c'est des trucs, enfin, si t'as pas quelqu'un qui te l'explique, c'est pas évident d'aller faire des recherches et de comprendre là-dessus. Et puis surtout, il y a un moment, t'as peut-être pas envie non plus d'aller faire ces recherches-là parce que tu galères déjà avec d'autres trucs et t'es en mode, j'ai peut-être pas envie quand je rentre chez moi de faire de l'administratif pour essayer de comprendre ça. Même si on devrait, hein, en vrai. Mais pour moi, ça devrait être un truc aussi qu'on apprend à l'école, à lire ta fiche de salaire. Parce que t'en as besoin en fait pour savoir si tu te fais arnaquer ou pas par ton patron. Pour savoir si toutes tes cotisations sont bien là. Pour savoir s'il y a des trucs auxquels tu cotises pas. Parce qu'il y a aussi des tafs avec des conventions particulières où tu cotises à des trucs que tu cotises pas d'habitude, machin. Enfin, genre, il y a tellement de particularités sur des fiches de salaire. Je comprends pas pourquoi on n'a pas des trucs qui nous l'expliquent mieux. Genre, moi j'aurais adoré au lycée que genre mon cours d'éducation civique et sociale à un moment on fasse bon, on va regarder une fiche de salaire type et on va vous expliquer à quoi correspondent quelles lignes et c'est quoi les prestations sociales et à quoi ça sert et machin. Ça j'aurais trop kiffé. Ça, j'aurais trop kiffé. Hop. Le discours de confrontation nationaux. Tout à fait vulgaire droit, tout à fait. Mais c'est ça, guitariste. Après, centre-gauche, voilà. Pour moi, c'est de droite. À partir du moment où il y a centre dedans, c'est de droite. Hein.
Ouais, voilà, le PCF par dédanger de wokisme. Ouais, voilà, c'est ça qui est compliqué. Faut pas chercher à discuter avec des personnes. Bah c'est ça Powerhead. Moi c'est vrai que il y a des termes comme ça, je les vois et non. Même il y a des gens, ils vont commencer à l'utiliser, je vais faire adios et je vais partir discrètement. Mais c'est ça Powerhead, tout à fait, tout à fait. Et oui c'est ça Raven, faut faire des formations syndicales. Mais le truc aussi c'est que moi par exemple, jusqu'à très récemment, quand je me suis mis dans un syndicat, je ne savais pas exactement à quoi servaient les syndicats. Parce que c'est pareil, personne me l'avait expliqué. Et genre que ça, ma mère, elle savait pas non plus, parce qu'il y avait toujours eu des syndicats dans les endroits où elle était, mais elle comprenait pas trop à quoi ils servaient. Et surtout que des fois, il y a des... Je sais que là, elle est très vénère contre celle où elle bosse actuellement, parce qu'ils ont pris des décisions qui sont pas très utiles en fait aux salariés, voire même où en fait ils se sont laissés entuber par les patrons. Et du coup, moi je savais pas exactement à quoi servaient les syndicats, et je l'ai compris que bien plus tard, parce que ça fait genre que ça doit faire depuis 1 an que je connais les syndicats du milieu du jeu vidéo, et que j'ai appris en fait à quoi servent des syndicats et ce qu'ils peuvent faire et tout ça, et que je trouve ça formidable. Mais c'est pareil en fait, c'est parce que moi j'ai fait le geste d'aller m'y intéresser, et que c'est aussi des syndicats qui sont très présents, très vénères pour se faire connaître. Mais quand tu sais pas à quoi ça sert un syndicat, tu sais pas forcément que IL propose des formations pour comprendre sa fiche de salaire. Et en vrai c'est tellement méga important, ça devrait être des trucs accessibles à tous, tout le monde. Mais c'est ça Powerhead, on appelle ça de l'éducation populaire, c'est de gauche. Et ça me fait chier. Il faudrait que ce soit truc normal. Voilà, mais être de gauche, il faudrait que ce soit la base. Est-ce que être de gauche, ça devrait pas être la base? Moi je pense, mais voilà. Et ouais, je suis bien intéressée, Nerbies, si t'as... J'aime bien ce nom, je sais pas, ça glisse bien. C'est une conférence gesticulée sur le sujet, après, voilà, moi je suis quelqu'un qui arrive mieux à suivre de l'écrit, ou alors une conférence gesticulée où il y a l'écrit à côté, ça c'est vraiment le must du must. J'en ai suivi une comme ça, conférence gesticulée, où il y avait le script à côté. Ah, j'ai passé ma meilleure conférence gesticulée, parce que sinon je ne retiens pas si j'ai pas du script où je peux stabiliser, ou alors que je peux pas prendre des notes en même temps, je retiens pas. Par contre, quand on me laisse le script ou qu'on me laisse prendre des notes, c'est le feu fire. Non, je connais pas le SLIP, moi. Le syndicat du logiciel interactif et pédagogique. Non, les syndicats que je connais du jeu vidéo, j'en ai parlé hier, c'est le STJV et le Solidaire Informatique. Ne confondez pas avec le SNJV qui sont les patrons. Donc, c'est pas un vrai syndicat. Un syndicat patronal. Lol, lol, lol. Ah! D'accord, dans des bacs pro, tu peux y avoir. Putain, trop bien. C'est trop. En vrai, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire partout, mais j'avoue que si les bacs pro ils ont ça, mais que c'est uniquement genre facultatif, c'est con quoi. C'est con. Mais tout le monde ne connaît pas non plus l'exercice de la conférence gesticulée. Hein. Moi, c'est pareil, les conférences gesticulées. C'est quand j'ai commencé à beaucoup militer sur internet et à m'inscrire dans des espaces militants, mais des espaces d'éducation populaire, que j'ai appris ce qu'était une conférence gesticulée et que j'ai pu en suivre. Mais c'est pareil, en fait, c'est con, mais les modes d'éducation populaire ne sont pas si accessibles aux classes populaires parce que on a du mal à, comment dire, les faire sortir d'un espace militant. Alors des conférences gesticulées, c'est des... Alors, si j'ai bien compris, je vais peut-être aller chercher une définition pour pas dire de la merde, parce que si je donne ma propre définition, il y a des chances que ce soit pas exactement ça, parce que forcément, j'ai pas la science très infuse, mais en gros, c'est des modes de conférences qui sont pas... des modes de conférences barbants comme tu peux avoir à l'université. Voilà. Conférence gesticulée. C'est une forme d'expression publique spécifique à l'éducation populaire, considérée comme un outil de formation, d'émancipation et de politisation. Donc, en gros, c'est ça, des exemples et histoires.
La conférence consiste en un long moment d'intervention d'un individu à mi-chemin entre la conférence traditionnelle et le spectacle d'un acteur parlant de son expérience et vécu en y intégrant un recul théorique. Selon Gaillard, une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire à mi-chemin entre le spectacle et la conférence qui mêle de l'autobiographie, de l'analyse et de la théorie. Elle associe des choses vécues, apprises et comprises. C'est marrant, c'est un peu ce que j'ai l'impression de faire des fois sans le faire exprès. Mais voilà, du coup c'est une conférence que tu mélanges avec de l'expérience personnelle pour que ce soit plus palpable. Et c'est vrai que moi j'adore ce type de conférence parce que je trouve, je sais pas comment dire, mais même s'il y a du jeu et tout et que je sais pas, mais je trouve qu'il y a un côté plus humain à ces conférences là et où je peux beaucoup plus me dire que cette personne, je sais pas comment dire, mais a vécu des trucs dans lesquels je me retrouve et tout. Et genre, voilà, c'est long, mais c'est divertissant. Et il y a un certain côté où je trouve que dans les conférences gesticulées, t'as beaucoup moins ce rapport c'est moi qui sais tout, vous savez rien. Et beaucoup plus ce truc de bah en fait, je suis comme vous. J'ai vécu des trucs de merde. Et ça m'a permis de prendre du recul et d'apprendre des trucs. Et où du coup, tu mélanges ces choses-là ensemble. Et enfin, je sais pas, moi je sais que c'est un mode de l'éducation populaire qui clique super bien avec ma manière de fonctionner. Et du coup j'étais très contente d'apprendre que ça existait. Voilà, après je cherche toujours à ce que ces formats-là en fait puissent s'extirper de milieux militants et qu'on puisse, je sais pas, par exemple en proposer à des médiathèques et des trucs comme ça. Je sais pas si ça se fait beaucoup, mais ce serait bien parce que c'est hyper important et c'est tellement moins barbant qu'un gars qui arrive et qui te lit son truc en t'expliquant 25 concepts théoriques et t'es là en mode ok Jean-Roger, j'ai rien compris. Là quand au milieu t'as des petites histoires, t'as des petites blagues, t'as du petit vécu, bah c'est palpable quoi. C'est c'est ça Powerhead, tu découvres ça. Lepage et Frio, ok, Franck Lepage et Frio, je connais, je crois que Franck Lepage j'en ai déjà entendu parler, ça doit être au début quand j'ai appris les conférences gesticulées en effet, mais voilà, et c'est entre le sketch long et la conf. C'est quoi que t'as envoyé Artbose? Ah bah c'est Franck Lepage non? Mais je crois que c'est ça. Ah oui, le ministère de l'Éducation. Laisse-moi YouTube. Et du coup c'est une conférence gesticulée par Franck Lepage, oui c'est ça. C'est quelqu'un qui est, de ce que j'ai compris, est très connu dans le milieu de la conférence gesticulée, Franck Lepage. Il y en a plusieurs qui sont trouvables sur YouTube, sur Twitch, sur des replays de chaînes. Enfin, si vous suivez un peu des espaces militants, c'est un mode qu'on retrouve beaucoup, la conférence gesticulée, et qui peut être chouette si vous vous intéressez à certains concepts, mais que des vidéos de vulgarisation ne sont pas assez pour vous, ou même sont barbantes, parce que c'est pas forcément cet aspect-là. Voilà quoi. Si c'est une vraie bonne... C'est ça. Attends. Ouais, moi aussi j'ai peur que ce soit récupéré. Mais c'est vrai que... moi je trouve aussi que c'est une bonne conférence. Et c'est marrant parce que... Je sais pas si j'avais des profs qui étaient formés à ce genre de conférences ou si juste ça leur venait naturellement, mais je sais qu'à l'université j'avais certains profs qui faisaient ça quand Yel parlait des choses. Et je trouve ça tellement bien. J'ai été prof d'histoire en lycée pro. L'histoire de la gauche qui disparaît progressivement d'Emmanuel. Oh oui, c'est Léon Blum, ouais. Tout à fait, l'élimination de l'histoire géo accordée au bac pro est plus idéologique que pragmatique. Mais tout à fait, c'était pareil pour quand ils ont voulu l'enlever de certains bacs généraux. Et raison pour lesquelles... moi j'ai fait partie de ces gens qui ont vécu les deux seules années de la réforme de Sarko. Qui voulait enlever l'histoire-géographie à la filière S, parce que, alors, je voulais faire, j'existais entre S et L, mes parents m'ont dit fais S, tu pourras faire tout ce que tu veux, et j'ai fait genre, d'accord. Vu mes résultats au bac, j'aurais dû aller en L, mais c'est pas grave. Vu aussi ce que je veux faire dans la vie, L ça aurait été vachement plus logique, mais c'est pas grave. J'aurais pas dû les écouter sur ce coup. Mais du coup, j'ai fait partie de cette réforme où j'ai passé mon bac d'histoire géo en première. Et j'étais pas censée avoir histoire géo en terminale. Et j'ai pris l'option et j'ai fait partie des lycéens et lycéennes qui faisaient des blocus de leur lycée en mode de on veut pas nous retirer l'histoire géo, c'est de la merde. Et qui essayaient de dire bah non en fait, si vous enlevez l'histoire géo,
c'est pour nous matrixer, pour qu'on soit des gentils S moutons et qu'on n'apprenne pas certains trucs importants en histoire géo. Et moi j'avoue que je remercie beaucoup mes profs d'histoire géo parce que mes profs d'histoire géo, je crois que je suis toujours tombée sur des gens de gauche et ils m'ont... Les trucs avec Léon Blum, mai 68 et tout, j'en ai toujours entendu parler et ça a toujours été un truc où on m'a dit c'était trop bien, c'était les grosses grèves, ça a réussi à mener des trucs et genre vraiment c'était des gens qui m'avaient parlé de ça et j'étais en mode merci beaucoup parce que c'est clair qu'on cherche de plus en plus à l'éroder ces aspects-là pour faire croire en fait que les grèves ne servent pas, que les soulèvements de peuple ne servent pas, que les révolutions ne servent pas. Et je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui essayent justement de montrer que c'est pas vrai. Et je sais que j'ai très mal vécu quand j'étais à Lyon 3. J'ai une prof qui nous a dit cash, mai 68 n'a servi à rien. Et j'étais là en mode excusez-moi, pardon. J'ai envie de crever. Donc voilà, et cette fac, bah, c'est une fac de droite évidemment. Donc littéralement, il y a des profs qui disent mai 68 n'a rien accompli, ça ne sert à rien. Les manifestations des étudiants et étudiantes, ça ne sert à rien. Et j'étais là en mode ok. Ah mais tout à fait Raven, Lyon 3 c'est la droite, il y a le petit coin des royalistes et comment dire, j'y ai fait 1 an et bah ça m'a suffi hein. Après j'ai fait ciao les nazes, vraiment salut, j'en peux plus, j'en peux plus, vous abusez sur les étudiants, vous n'acceptez pas que les étudiants soient salariés en même temps, genre si tu loupais des cours à cause de ton travail et ben tu te faisais niquer. T'as ce genre de choses qui étaient dit par certains profs. En gros, sur tous mes profs, j'avais un prof de gauche. Le reste des profs étaient tous de droite. Et dans leur discours, c'était que des trucs de genre oui, mais 68 et tout, ça ne servi à rien. Et le seul prof de gauche que j'ai eu, bah, il y a un de ses cours qui a dû être arrêté parce que les manifestants et manifestantes avaient coupé l'électricité de la manufacture des tabacs. Ce qui était vraiment pic moment de manifestation. Je vous remercie beaucoup. Parce que c'était vraiment genre j'ai pas eu à avoir mon cours de l'après-midi avec une prof que je détestais. Et quand il y a eu ça, il a dit oh bon bah on se rejoint à la manif. Et j'étais en mode yes le GOAT. Yes, vous me redonnez de l'espoir. Voilà, mais Lyon 3 à la hauteur de sa réputation, hein, Lyon 3 de droite. Voilà. C'était des plaisirs. Et coucou Poyoyo, je t'ai vu. Et coucou Magnificus. Oui, apparemment c'est le GOAT. Le GOAT. Et oui, malheureusement, le Foreman explicateur. Oui. Donc faites attention à ne pas tomber sur des conférences gesticulées libérales. N'écoutez pas vos parents. N'écoutez pas toujours vos parents. Ouais, non, clairement. Clairement. Et oui, Guitaras, du coup, j'ai vécu l'injonction. Alors, moi, c'était pas tant l'injonction à faire S pour réussir, c'est l'injonction à faire S pour que si, au pire, plus tard, je voulais faire un truc littéraire, je puisse le faire quand même. Mais le truc, c'est que. Tenez-vous bien, mais 1 an après que j'ai essayé de faire SVT et que c'est de la merde et que je leur ai dit non mais en fait faut que je fasse un truc artistique ou créatif sinon je vais mourir, mes parents m'ont regardé et ils ont dit non mais de toute façon on le savait. Et là intérieurement j'ai bouillonné et j'ai fait et du coup pourquoi vous m'avez dit de faire S si vous saviez très bien que de toute façon je n'allais pas réussir à faire des études supérieures dans un truc scientifique, j'aurais pu faire L et faire beaucoup mieux. Non. Et voilà, ça m'a grave saoulé. Très honnêtement ça m'a grave saoulé parce que genre après ils ont fait les genres oui non mais on savait de toute façon, mais c'est quand même eux qui m'ont poussé à aller faire S alors que j'en avais pas forcément très envie. Donc voilà. Et que bah finalement je me destine toujours à être de ces gens artistes qui font des métiers inutiles et qui gagnent pas de thunes, mais c'est pas grave, c'est la vie que j'ai choisi de mener. C'est comme ça. Dans leur champ d'études, ils ne sont ni anti-vax ni antisémites. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Tout à fait, Raven. Ah oui, Sarkozy, grand savant plein de sagesse, n'est-ce pas? Non. J'espère qu'il se fera manger par sa pub audible. C'est ça, Wendigo. Après, genre, comment dire? Moi à l'époque c'est parce qu'il y avait une distinction entre les deux. Maintenant je saurais plus vous dire comment fonctionne le lycée parce que je sais qu'ils ont fait des modifications et tout. Du coup les élèves choisissent des espèces de parcours communs puis ensuite des options. Enfin genre on dirait la fac mais pour les lycéens et lycéennes. Et j'étais là en mode oulala je comprends rien à votre nouveau système. Je suis contente de ne pas y être passée même si je trouve toujours que
SLES, STMG, ST2I, machin, truc bidule, chouette chose. C'était incompréhensible. Mais j'ai fait d'accord. Et oui, il y a clairement des problèmes de toute façon dans toutes les filières. Je sais pas qui c'est, Chouard. Du coup, je vous laisse débattre. Ah ouais. C'est ça, Poyoyo. Ah ouais, la commune, j'avoue que la commune, par contre, j'en avais un peu entendu parler au lycée. Et alors après, plus jamais. Et du coup, bah, j'ai réappris quand il y a eu les 50 ans de la commune. J'ai réappris des choses sur la commune et j'étais en mode putain, mais c'était vachement bien en vrai. C'est genre commune, GOAT de l'histoire quoi. Un truc de ouf. Mais c'est ça, Raven, c'était totalement ça. Ciao les droitos, je vais dans une vraie fac. Alors pour le coup, je suis pas allée dans une autre fac. J'ai juste fait ciao la droitos, je vais travailler parce que vous me servez à rien. Parce qu'en plus, j'étais dans une filière où vraiment j'ai été très déçue. Parce que elle m'a pas servi à rien. Mais j'apprenais plus sur mon temps libre, sur des projets personnels ou en m'auto-formant sur mon temps libre et en me servant de mon auto-formation pour faire les trucs que je devais faire pour la fac que en suivant les cours de la fac. Il y avait des cours intéressants et genre j'ai appris des trucs dans certains cours, mais globalement tout ce qui me servait réellement pour le taf que je voulais faire, je les apprenais tout seul dans mon coin. Donc à un moment j'ai dit bah ciao les nazes en fait, si c'est pour apprendre tout seul, pourquoi je viens de passer 24 heures par semaine ici alors que j'apprends des trucs ok mais c'est pas le principal de ce que je vais faire et que en plus je dois taffer chez moi sur des trucs que j'aime pas forcément pour vous faire plaisir. Non en fait, c'est genre non, je vais plutôt bosser sur des projets personnels qui vont me servir dans mon futur plutôt que de perdre mon temps. Que je gagne de l'argent un jour, ouais. Alors, je pense que mes parents, ça y est, ils ont compris que je ne gagnerai jamais d'argent. Je pense qu'ils avaient l'espoir que peut-être... Mais je pense qu'ils savent, hein, parce que l'autre personne de mon adelpherie fait aussi travaille dans le médical et social. Donc, elle ne gagne pas de thunes non plus. Et je crois que mes parents... Ils ont vu vers quoi on se dirigeait tous les deux et ils se sont dit bon ok alors l'espoir que nos enfants arrivent à mieux gagner leur vie que nous, un peu foutu hein, quand on a une qui part dans le médico-social et l'autre qui part dans artistique et créatif, tu sais que t'es foutu. C'est genre t'es là en mode ok alors ce sera pas ce sera genre métier alimentaire de bosser en usine ou en grande distribution ou quoi, mais visiblement le destin métier de toute façon il paiera pas donc tant pis. Je pense qu'ils ont give up l'idée qu'un jour on soit dans un comment dire dans de meilleures conditions financières que eux ont pu l'être. Enfin, clairement mes parents sont vachement mieux financièrement maintenant qu'à l'époque où je vivais encore chez LE, mais ils savent très bien que moi je vais jamais atteindre leur niveau actuel de ma vie parce que c'est pas mon objectif non plus en fait. Voilà quoi. T'illumines des journées. Mais c'est ça Briveline, tout à fait. Tout à fait Golavier, je vais me payer en visibilité. Actuellement d'ailleurs je paye mes factures en visibilité. Je paye mon loyer en visibilité et mon propriétaire est d'accord. Non, c'est pas vrai. Je pense que le jour où j'oublie de payer mon propriétaire, s'il va venir faire toquer des gens à ma maison et moi je vais être là en mode non, je veux pas que ça recommence. Ah, c'est ça, les élèves ont un seul bac mais avec des options. Oui, tout à fait. Après le manuel, je vais vous lire Le Temps des Tempêtes. Alors, franchement, ça va parce que si c'est après le manuel, vu qu'il y a 1000 pages, je pense qu'on lit Le Temps des Tempêtes dans 2 ans. Vu que à chaque fois on digresse pendant 30 minutes au milieu de certains paragraphes, je pense que dans 2 ans on lit Le Temps des Tempêtes. Du coup, vous aurez le temps d'avoir oublié que je dois lire Le Temps des Tempêtes. Et voilà. Après, je peux mettre un goal personnel de stream sur la chaîne du Piquet que si on arrive à 41 000 balles, je dois lire un extrait du Temps des Tempêtes. Vidéo de la commune. Ah, c'est outdated. Mais je crois qu'il y a eu des vidéos de la commune récentes pour. Comment dire. Pour les 50 ans, justement.
Et oui, bah oui, la commune avait disparu. Bah la commune avait disparu et je crois que c'est justement un des profs de gauche au lycée qui nous l'avait vaguement mentionné, qui avait pas pu faire un long cours dessus, mais qui en gros pendant un de ses cours de 2 heures, il nous avait un peu parlé de la commune en soum soum, en mode il y a ce pendant de l'histoire à Paris, c'était cool. Et après voilà quoi. Mais c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir ce prof d'histoire qui ne suivait pas exactement le programme, mais du coup nous balançait des petits concepts de gaucho. Voilà. De toute façon, franchement, je veux pas dire que c'était un prof qui avait une allure de gaucho, mais c'est un peu un prof qui avait une allure de gaucho. Ah, merci beaucoup. Oh, 125 balles, merci beaucoup camarades pour les 125. On passe à 40 338. Merci beaucoup pour les 125. Je vais faire... Wouh! Ce livre s'envole avec 125 balles. Enfin non, du coup, la caisse de grève s'envole avec 125 balles. Ouais! On fire. Enfin non, ne mettez pas les billets on fire parce que on les perd après, c'est con. Mettez les voitures des riches on fire. Ou les riches on fire. Mais, ah, ça fait barbecue, on peut les manger après. Ça va, ça passe. Ça passe. Bah c'est ça Raven, c'est totalement ça. Et en fait, bah, je me suis aperçue que j'en avais totalement marre de ce système-là de la fac parce que ben, tant qu'à faire ça, j'ai pas besoin de guide et autant que je le fasse chez moi, toute seule. Et il y a Nota Bene qui avait fait des vidéos sur la commune. Je regarde pas trop Nota Bene donc... Tout à fait, je fais des dessins pour payer mon loyer. Guillemot, on mettait certaines choses... Ah, 2 ans de grève reconductible, chiche. Ah ouais. J'espère qu'on arrivera à des résultats avant 2 ans. Bon après on peut continuer à faire grève pendant 2 ans parce qu'on a plein de choses pour lesquelles il faudrait manifester. Donc ça va. Oui, l'argent. Le livre se barre avec l'argent. Ah non! Non! Oui, c'est illégal de brûler des billets. Même si l'autre connard qui fume avec les cheveux gris là, il l'avait fait, c'était illégal. Ouais, voilà, le connard à cheveux gris. J'ai même pas lu ton message, Guettaraz. J'ai pensé à la même chose. C'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait, Raven. Alors, je sais pas si moi... Oui, les révolutions industrielles qui étaient du progrès technologique, ouais, c'était dans les programmes aussi, ouais. Ouais. Ouais, moi aussi j'avais compris là, genre, ah la mondialisation c'est trop bien, oh oui. J'avais même eu au bac, sur la partie géo, justement, une carte du commerce triangulaire et de la mondialisation, et il fallait que je parle de trucs qui me barbaient de ouf. Concrètement, j'en avais rien à foutre de la mondialisation. Déjà à l'époque j'étais en mode, ouais, je m'en fous, ouais, ça m'intéresse pas du tout, votre truc a pas l'air, ça pue un peu. Un petit instant là, ça pue. Et j'ai eu ça au bac. Et du coup, genre vraiment la partie géo de mon bac, elle a été genre... Excusez-moi quoi. Sachant qu'en plus... Alors ça c'est mon... Je suis très salée de mon bac d'histoire. Parce que on nous avait dit... Il y avait plein de cartes qu'il fallait apprendre par cœur. J'avais passé tout le lundi avant l'épreuve du bac à... faire des fucking cartes géographiques. Je déteste faire des cartes géographiques. Je fais des cartes géologiques, ça c'est très bien la géologie. J'adore. Les cartes géographiques, ça me saoule de ouf. J'ai passé tout mon lundi à faire ça. Le lendemain, alors que les profs nous avaient dit il y aura forcément une carte, il y a forcément une carte. Apprenez vos cartes, c'est important. Le lendemain, il y a eu l'épreuve. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Pas de fucking carte. J'ai passé tout mon lundi à faire des cartes pour que le lendemain il n'y en ait pas dans la putain d'épreuve. Mes profs d'histoire, ils ont balisé. Les deux, ils ont pété un câble. Genre vraiment, ils étaient en mode mais putain, on a dit à tous les élèves qu'il fallait apprendre leurs cartes parce qu'il y aurait forcément des cartes. Et là, ils ont pas mis de cartes. Ils étaient genre au bout de leur vie. Et moi, devant mon épreuve, j'étais en mode bon ben, je vais avoir... Alors non, c'est... Alors pour moi c'est inutile d'avoir fait Nerbiès parce que comment dire, mon cerveau d'autiste ne retient les choses que j'apprécie et du coup je ne me souviens plus des cartes que j'ai appris. Il y avait des cartes de France mais qu'est-ce qu'il y avait dedans je ne sais pas et je reste toujours nul en géographie, c'est à dire que faire toutes ces cartes ne m'a pas rendu meilleur en géographie parce que juste je l'ai fait pour l'épreuve du bac. Je l'ai retenu pour le lendemain, c'est pour ça que je le faisais du jour au lendemain pour que ce soit frais dans ma tête et que je le retienne pour le lendemain. Mais le mercredi, j'avais déjà oublié en fait. Enfin, vraiment la géographie et moi, c'est pas compatible du tout, c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas et du coup ça ne rentre pas dans ma tête. C'est juste
genre à l'entrée, il y a un petit bonhomme qui est avec son petit fascicule comme ça, et il est en mode ah non, géographie, vous n'êtes pas sur la liste, je suis désolée. La sortie c'est par là. Et du coup, littéralement, tout ce que j'ai appris en géographie, ça a fait pout, pout. Du coup, je connais certains concepts de base, mais voilà. Pour ça que si je fais un GeoGuessr, je suis une grosse merde, parce que juste la géographie, ça ne rentre pas dans mon cerveau. Mon cerveau, il a dit non. Mais il y a plein de sujets comme ça, en fait, comme j'ai vraiment zéro intérêt dessus. Voilà, ça virevolte. Bah ouais, c'est ça, Guitarès. Et je ne sais même pas mieux dessiner des cartes parce que j'ai dessiné des cartes. Vraiment, je n'ai rien acquis de ça à part être salé. J'ai peut-être mon premier salage de l'histoire de ma vie. Je ne sais pas. Eh oui, l'esclavage c'est mal, libération du marché c'est bien. Ouais, on est d'accord. Suis-je capitaliste? Surtout la géographie. Ça veut dire qu'on peut produire. Tout à fait, Poyoyo. Mais ça, on nous l'a pas dit comme ça. On nous a pas dit, oui, la mondialisation, c'est comme ça, vous pouvez produire vos merdes pour pas cher, sans considérer l'environnement et le social, parce que notre environnement, on s'en fout. Puis, pour les êtres humains, les êtres vivants, de manière générale, c'est pas important. Hein. L'important, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent qui fait vivre. Mangez vos bifetons. Hein, les riches. Moi, je vois pas de riches manger leur bifton. Pourtant, apparemment, ils ont besoin que de ça. Pourquoi il y a des restaurants 3, 4 étoiles qui coûtent méga cher? Les riches, ils mangent leur bifton, non? Bon. Avait montré ma carte d'Europe du contrôle. Oh putain. Oh, le trauma Powerhead. Enfin, pardon, purin. Mais c'est horrible de t'avoir fait ça. Alors ça, je supporte pas les profs qui sont en mode... Je vais montrer un truc d'un ou d'une élève et montrer à quel point c'est dégueulasse. Genre, ça se fait pas du tout. Et c'est là que je me dis, oulala, j'ai été apprenti prof et j'ai vu le discours de certains profs. Et alors, des profs qui font ça, vraiment, c'était absolument pas mes rôles modèles. Je pense que c'était mes rôles, comment je pourrais dire, l'inverse de rôle modèle. Mes rôles némésis, c'est genre absolument ce que je ne veux pas devenir. Bac Pro, il y a un chapitre d'histoire, les ouvriers en France de 1830 à 1965. Un truc sur l'histoire de la grève. Ouais, bah ouais. J'ai trouvé une séquence écrite par un collègue de Poitiers qui ne parlait que des machines. Quoi? Attends, mais du coup, il y a quelqu'un qui parlait des ouvriers en France de 1830 à 1965, sans parler des ouvriers et ouvrières, en fait, en parlant que de la technologie et en oubliant la gauche, le communisme et les grèves. Du coup, tu fais l'histoire des machines, pas des ouvriers ouvrières. Non, parce que le truc qui avait bougé les ouvriers ouvrières, c'était les grèves et les soulèvements et les gains sur les conditions de travail. What the fuck? Oui, voilà. C'est vrai que par contre, les gens qui ont une meilleur apprentissage visuel, les cartes pouvaient leur être utiles. Moi, c'était pas mon cas, donc c'est vrai que ça m'a servi à rien. Mais... Et gros, ça y est, la planète. Tout à fait. Je pense que les actionnaires et les gros capitaux, ils ont vu les discours, ils ont fait et gros, ça y est, la planète là. Rien à foutre. Super. Ouais, c'est ça. Ouais, après la mondialisation, c'est vrai que je comprends pas tout, mais c'est vraiment un sujet auquel je suis imperméable. En fait, il y a des trucs. Ça passe. Alors, en fait, les sciences sociales, par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ça passe. Genre, j'apprends bien les trucs et voilà, c'est pour ça que j'avais acheté beaucoup de bouquins, parce que ça m'intéressait et tout. Mais des trucs comme la mondialisation, c'est con, mais même les dynamiques géopolitiques, comme c'est très lié à la géographie, des fois j'ai du mal. Et il faut vraiment que ce soit un sujet spécifique qui m'intéresse beaucoup pour que je comprenne. Après, il y a des trucs que, genre, voilà, je sais. Par exemple, tout ce qui était... ce que les Européens ont fait de merde, de colonialisation partout, je vais y arriver. Ça, j'ai compris, et j'ai compris à quel point c'était de la merde et tout. Mais parce qu'en fait, c'est lié pour moi à genre socialement pourquoi il y a des dynamiques de merde dans certains endroits. Et en fait j'arrive à lier des trucs géographiques que quand ça peut aider
à avoir un sens sur ce qui se passe socialement et à essayer d'expliquer certaines dynamiques et du coup de comprendre comment les contrer. Mais si j'arrive pas à passer le truc sous ce prisme-là, c'est non. C'est non. Putain, j'ai mon chat qui vient de faire caca dans sa litière à côté, ça pue. Mais genre, ça pue. J'en peux plus. On était sur un sujet sérieux et là j'ai mon chat, il vient de poser sa pêche en ayant rien à foutre. Et ça schmoute de ouf. Et là il est juste en train de gratter sa litière. Il en a vraiment rien à cirer. Super. Merci Zouzou. J'apprécie toute ton aide à ce stream. Je sais même pas si je peux vous montrer le coupable. Je voulais vous montrer le coupable, mais le câble va pas être assez long. Le coupable. Bref. Très salé aussi. Ouais. Bah moi le bachotage de date ça allait mieux parce que je pouvais l'écrire mais bon. 8-9 en géo. Ouais oui. Et oui. Il n'y a pas d'enchaînement. C'est ça. Après, l'histoire et la géo permettent d'expliquer que Adam Smith expliquer le commerce de son temps, comment l'optimiser, mais les limites. Les libéraux ont gardé ce qu'ils voulaient. Oui, ça. De toute façon, les libéraux gardent... Enfin, de toute façon, comme tout truc, l'État et les libéraux gardent toujours les morceaux qui les intéressent de l'histoire et ne parlent pas des morceaux qui ne les intéressent pas. C'est un peu... Beaucoup de discours ne sont pas neutres. Et bah, malheureusement, le discours des manuels scolaires n'est pas neutre non plus. Putain, on devrait appeler ça Emmanuel scolaire quand Macron parle de l'éducation. Bref. Non mais c'est ça. Ah si, il a recouvert. Alors, j'en ai une qui ne recouvre pas. Et du coup, l'autre recouvre à sa place. C'est extrêmement drôle. La dynamique de ces chats est très drôle parce que Shiva, elle a complètement la flemme. Quand elle fait caca ou pipi, après elle se tire et elle en a rien à foutre. Et du coup, t'as Zouzou, il arrive et il est en mode bonjour, je recouvre. Et après, il se casse. Voilà. C'est ça, Junior. La neutralité n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire. En fait, il n'y a pas de discours neutre. Bah, même moi, ce que je dis ici, tout est empreint du fait que bah, je suis une sale gauchiasse là. Sale gauchiasse de personne qui vient et qui dit ces trucs de gauchiasse. Voilà, moi je suis islamo-gauchiste, moi je suis woke. Et du coup, tout mon discours il est woke, t'as vu? Et gros, ça y est, les woke là. Bref. Vous voyez l'idée. Mais oui, y a rien qui est neutre. Mais oui, qu'est-ce que t'en dis? On parle d'histoire, manipulation de l'histoire. On n'est même pas sur le bouquin là. Tout à fait, tout comme l'objectivité. Mais non, mais parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Le truc, c'est que même... Alors ça, par contre, c'était un truc... comment dire? Je pense que Lyon 3 n'avait pas prévu que je le prenne comme ça, mais je l'ai vachement appris comme ça. C'est que... vous voyez, des fois, on nous dit que... Oui, un outil est objectif. Genre... comment dire, Twitter ou Instagram ou tout ça, l'algorithme il est objectif ou l'outil en lui-même il est objectif. Mais en vrai c'est pas vrai. Tous les outils qu'on utilise, ils ont été conçus par quelqu'un. Donc il y a le prisme de cette personne qui s'y met. Et du coup même un outil informatique n'est pas objectif. C'est vraiment... Comme il y a le prisme d'une personne derrière, il y a forcément un soupçon de, comment dire, de cette personne derrière. Parce que, ben, on n'est pas neutre, et du coup, on peut pas faire 100% des trucs de manière neutre. Et donc, voilà. Un outil, c'est ça, un outil est logique, mais il n'est pas objectif. Ce qui est objectif ou non, c'est les personnes qui l'utilisent, tout à fait. Mais du coup voilà, et j'avais trouvé ça intéressant, et en fait c'est parce que Lyon 3 avait dit, oui, la pensée de design, bah, c'est un truc qui m'avait fait réfléchir sur les pensées de design, et c'est ça qui m'a fait me rendre compte, un truc que je pense n'était pas l'objectif forcément au départ, que, ah oui mais en fait, tout ce qu'on utilise, il y a une subjectivité derrière parce que ça a été fait par quelqu'un. Et en fait je trouve ça méga intéressant, du coup tu peux vachement analyser les dynamiques de comment fonctionnent certaines choses grâce à ça, et mine de rien, bah c'est chouette quoi.
Ouais, c'est une belle citation, Junior. Très simple, s'il y a un objet, c'est qu'il y a un sujet. Un fait peut être objectif, mais son utilisation partielle peut rendre le propos non objectif. Tout à fait, c'est ça Wendigo. C'est ça. Mais en fait, c'est dès que tu passes un truc sous le prisme du discours de quelqu'un, bah il perd son objectivité, sa neutralité. Les gens de droite sont persuadés que l'histoire est une discipline noyautée par de sales gauchistes. Waouh! Waouh, le Figaro avait lancé un truc parce qu'ils estiment qu'il y a du marxisme dans les programmes. OMG! Quoi? Mais le programme il est de moins en moins de gauche parce que justement il s'est droitifié. Tout à fait Poyoyo. Oh, putain mais c'est ouf. Le Figaro, toujours là quand on n'y attend pas. Du coup on était... Ah oui. En diminuant les cotisations sociales qui coûtent aux entreprises, les libéraux espèrent faire d'une pierre trois coups. 1. Les profits des entreprises augmenteraient. 2. La sécurité sociale verserait moins aux salariés, alors inciter à souscrire davantage à des assurances privées. 3. On laisserait croire aux salariés que leur pouvoir d'achat reste stable. Sauf que pour les salariés, verser des cotisations à des assurances privées coûte plus cher et ils sont moins bien couverts en cas de problème. Tout à fait. Ça c'est le rêve de Macron, hein, de genre que on passe au système américain où genre on a tous des mutuelles privées et on n'a plus de sécurité sociale, ce qui serait bien de la merde, hein, on va pas se mentir. Déjà que le truc a réussi à passer de... Tu payes, je crois, aux urgences si t'es pas hospitalisé suite à ton urgence. Ça, truc de la sécu, ça me terrifie à chaque fois qu'ils en parlent. Je suis en mode, ne touchez pas s'il vous plaît. Ne touchez pas, s'il vous plaît. C'est grave Junior, c'est pas avec les 5 ans de Ibisaman là qu'on a marxifié le programme. Ouh là là. Oh Blanquer, quel marxiste, franchement. Franchement. Tout à fait. Je connaissais pas le terme zinzolin, mais je l'aime beaucoup, petite bulle. Je te le piquerai sûrement, parce que je trouve ça rigolo, zinzolin. Depuis 1993, les dispositifs d'exonération des cotisations patronales s'empilent. Avec quels effets sur l'emploi? Plus de 80 mesures, plus ou moins ciblées, pour réduire le coût des bas salaires. Cela a peu d'effet. Le chômage reste massif, surtout chez les ouvriers et les employés. Les dites charges patronales diminuent sur les bas salaires. Pourtant, si l'on prend les chiffres de 2017, le taux de chômage des ouvriers non qualifiés, 18,4%, est 6 fois plus important que celui des cadres et presque 2 fois plus que celui des employés. Par ailleurs, ces cadeaux aux entreprises déstabilisent les caisses de la sécurité sociale, car l'État ne compense pas intégralement les pertes liées aux exonérations patronales de cotisations. Peu importe, l'essentiel est de faire croire que le coût excessif du travail joue contre l'emploi. Il est pourtant un travail dont le coût flambe sans que les décideurs s'alarment, celui des PDG. Pour le seul CAC 40, les 40 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Paris, la rémunération des PDG atteignait en moyenne 5,1 millions d'euros en 2018. Pardon ? Soit une augmentation de 14% en un an. Excusez-moi, j'ai mal lu. 5,1 millions d'euros. Mais c'est beaucoup trop d'argent. Zinzinerie, zinzinade, zinzolin. Ah oui. Zinzinolorie, les amis. L'action principale de Jean Mimi, j'ai écrit les protocoles Covid sur ma nappe de cocktail. Tout à fait. Tout à fait. Non mais c'était ça. Ça y est, j'ai dépensé 500 millions, je peux avoir... Putain mais comment tu peux avoir 5, ta rémunération moyenne c'est 5,1 millions d'euros. Mais par contre, c'est dit la rémunération moyenne, mais c'est la rémunération moyenne par an, par mois. Parce que si c'est par mois, au secours. Si c'est par an, au secours. Mais peut-être moins. Mais quand même au secours, c'est beaucoup, hein. Je pense que 5,1 millions, j'ai ça une année, je tiens
je tiens longtemps en fait. Vu que je peux vivre avec 10 000 balles par an, je pourrais peut-être m'accorder un peu plus. Non, en fait, je tiens méga longtemps avec ça. J'arrive même pas à faire le calcul moi-même, mais je pense que je peux faire toute ma vie avec 5,1 millions d'euros. C'est... Waouh, et ils ont ça en un an. Mais je pense que c'est par an aussi, je pense pas que ce soit par mois, mais ça reste beaucoup. Beaucoup. Nos salaires sont vos recettes et font vos profits. À présenter le travail comme un coût, on en oublierait qu'il est d'abord et avant tout une source de richesse. Ça, c'est très vrai. Les économistes classiques, tels Adam Smith, chéris par les libéraux, affirmaient même que c'était la seule. Ah ben tiens donc, le Adam Smith dont vous faisiez mention vient juste d'arriver. Non mais c'est ouf quand même, c'est beaucoup. Salut papa est là. Pour les économistes attentifs au rapport de domination, la question du coût du travail est indissociable de celle du profit. Certains s'inscrivent dans le sillage de Karl Marx, qui, au 19e siècle, décrivait le profit des capitalistes comme une plus-value extorquée aux prolétaires contraints de louer leur force de travail pour vivre. Bah tout à fait, hein. Y a une explication pour extorsion de la plus-value. Pour Proudhon, puis Marx, le profit provient de l'exploitation des travailleurs. La force de travail, devenue une marchandise, est achetée par les capitalistes. Elle crée beaucoup plus de valeur, plus-value, que celle qu'elle coûte. Salaire. La plus-value est captée par les capitalistes, évidemment. Évidemment. Ah ouais, non mais je regarde pas le salaire de Bernard Arnault. Déjà, je sais que Bernard Arnault, il a, je sais plus, 162 milliards. Et j'étais en mode, excusez-moi, mais 162 milliards, t'en fais quoi en fait? Je pense que même si, genre, même la 15e génération après lui aura encore trop de thunes. À quoi ça sert d'avoir autant d'argent? Ah, 5 millions, je fais largement toute ma vie avec. Non mais d'accord, mais j'arrive même pas. C'est ce genre de chiffre que genre j'ai toujours du mal à me représenter si j'ai pas un schéma devant moi. Genre on s'en était partagé un la dernière fois, mais parce que c'est tellement surréaliste pour moi que genre oh my god, c'est comment? Oui, il a plus de salaire, il a des dividendes et des primes. Oh, ça veut dire qu'en plus il a pas de trucs qui lui sont pris dessus. J'aime pas les riches. Pardon. Si tu prends le salaire médian sans rien dépenser. Ah oui, t'auras que 929 000 euros en 43 ans. Ah oui, donc 5 millions. Oui, je fais même la vie de genre. J'aurai jamais d'enfants, mais je fais la vie de même plein de personnes après. Oui, donc même quand t'as 5 millions, tu peux te permettre d'en donner à plein d'assauts, donner à tes potes, et voilà quoi. Jésus, si ça fonctionnait comme ça, ouais, tu vas me dire comme c'est un milieu très masculiniste, ça se trouve quelqu'un leur a dit ça un jour de genre ouais, ça marche comme ça. J'aime beaucoup cette théorie. C'est ça. Si tu veux gagner 162 milliards avec un salaire moyen, tu pouvais commencer à bosser au Crétacé, tout à fait. Pour gagner autant que Bernard Arnault sur une seule année, les ouvriers... Oh, merci beaucoup, camarade, pour les 50 balles! 50 balles! Merci beaucoup. Merci pour les grévistes! N'hésitez pas à donner à la caisse de grève pour soutenir les grévistes, compenser le salaire qu'elles perdent lors des journées de grève. Voilà, sachant que ça profite aux grévistes syndiqués et non syndiqués. Et que c'est important. Et si vous n'avez pas d'argent, venez soutenir ici en discutant, en donnant de l'énergie ou même en leur camp. Venez partager le piquet, aller dans la rue, aller gueuler sur Macron dans la rue pour qu'on arrête cette réforme. Voilà, parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Les ouvriers de LVMH devraient bosser depuis l'époque du néolithique. Pétard. Ouais, 1 milliard de secondes, 32 ans. Mais le truc, c'est que comme c'est des chiffres, j'ai du mal à retenir ça. Mais, puis quand en vrai, alors je sais pas comment dire, mais pour moi, l'argent, c'est tellement un truc, genre... Comme je suis pas économiste, je trouve ça très nébuleux.
Et genre, je suis juste content d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre ma vie. Et dès que j'en ai pas, je panique. Parce que je suis en mode, oh mon dieu, comment je vais faire? Non, je veux pas dépendre des autres et tout. Mais c'est tellement un concept de genre, je sais pas, qui est pas palpable pour moi, qui est c'est presque mystérieux en fait. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas et que je devrais m'y intéresser. Mais c'est juste que c'est pareil, c'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça, parce que c'est pas le but de ma vie, la thune en fait. Pourtant je suis quelqu'un de prolo, hein, donc ça devrait être le but de ma vie, de me sortir un peu de ma situation. Mais genre, bah non en fait, j'ai pas trop de thunes, je me démerde avec ce que les gens me donnent. Faire des trucs dans mon coin, ça me suffit. J'arrive à économiser pour faire des trucs, bon voilà. Mais je suis très mauvais avec la thune, très mauvais pour comprendre les dynamiques de la thune. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me garder mentalement la représentation d'autant de thunes, parce que déjà, quand je gagne mes 1200 balles de salaire, je suis en mode oui, 1200 balles, c'est énorme. En même temps, j'ai vécu tellement d'années avec genre 400 et quelques du RSA que dès que j'atteins genre 800 €, je suis en mode wouh fiesta. Donc voilà, du moment que je peux payer mon loyer et peut-être acheter mon abonnement à Final Fantasy XIV et peut-être un petit jeu dans le mois ou une peluche ou quelque chose, je suis ravie. Pas besoin de grand chose de plus. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à me représenter l'argent des riches, parce que pour moi, ces personnes ont des besoins, des manières de vivre qui sont tellement au-delà de ma réalité que je n'arrive absolument pas à me mettre dans leurs chaussettes. Du tout. C'est genre, vous êtes à... Moi je suis là, et vous êtes stratosphériquement ailleurs. Plus t'as d'argent, plus t'en gagnes. Mais c'est complètement con en plus comme truc, genre plus t'as de thunes, plus tu gagnes de la thune. Ça devrait être les gens qui ont pas de thunes qui gagnent de la thune. C'est quoi ce système? C'est quoi ce système nul à chier? Ah, c'est le capitalisme. Ah, oups. C'est le truc dans lequel on baigne. Mais c'est ça, Poyo. Je suis assez d'accord là-dessus. Bon, après, il faudrait que je me renseigne, parce que je sais qu'il y a des gens qui donnent plus de sens à tout ça et tout, mais ouais, non, c'est complexe. Hop, le truc faire la différence entre millionnaire et milliardaire, c'est ça. Ah ouais, non mais ouais, mais pour moi c'est des gens riches. Juste riches. Ah, message de don 0,0001% de 5 millions si j'ai pas cafouillé. Merci pour le don, merci d'avoir donné le 0,001% de 5 millions. C'est déjà beaucoup, on va pas se mentir. Et oui, ça marche aussi à chaque euro donné à la cagnotte. C'est vrai, si vous donnez 1 € dans la cagnotte, vous aurez un élément de votre corps ou de votre choix qui grandira d'1 millimètre. C'est scientifiquement prouvé. Voilà, c'est scientifiquement prouvé par ce scientifique juste ici, qui bien sûr affirme tout ce que je dis, bien évidemment. Voilà, vous avez compris. Tout à fait un personnage d'animé comme ça. Le cœur sans doute, bien sûr, tout le monde a envie de faire grossir son cœur. Fric égale pognon, pognon égale fric, tout à fait. Mais il n'y a pas des commandes sur le bot d'ailleurs, si on lui dit fric, il dit pas argent égale argent. Ouais, voilà. Et si on lui fait dire pognon, il va dire fric. Ouais. Trop fort. Sachant en plus qu'en étant au salaire médian sans rien dépenser pendant 43 ans, on sera même pas millionnaire. Ah ouais. On a des mondes entre nous, les riches et les ultra riches. J'avoue qu'il y a des galaxies même. Il y a des énormes galaxies. C'est incroyable, c'est quand même très... Oui, j'adore le piquet de stream. On est vraiment donné au piquet de stream. Le piquet de stream, c'est trop bien. Oui, et partagez autour de vous. Et si vous avez des amis de droite, dites-leur de donner à la case de stream. Ça fera grandir leur pénis ou leurs boobs ou quoi qu'ils aient envie de grandir. Oui, c'est scientifiquement prouvé. Dites-le à vos amis de droite. Envoyez ceci à des influenceuses qui ont plein d'argent pour qu'ils donnent plein d'argent à la caisse de grève. Le piquet de stream, c'est trop bien. Le piquet de stream, il faut donner à la caisse. Voilà, c'était l'avis de monsieur le scientifique. Ah, c'est toi H juste après. Et je pensais que c'était hop. Allez, c'est clippé. De rien, y a pas de quoi. Je suis ravie que ma peluche squishy puisse servir. Hop.
Et oui, je vois que leur avance petite la fortune de Bernard Arnault, sa famille est destinée à 158 milliards. À 158 milliards. Divisé par le salaire médian, ça veut dire que pour avoir la fortune de Bernard Arnault, il faut travailler à ce salaire pendant 5944,215 ans. Depuis l'époque de notre ancêtre Toumaï, plus ou moins, 2 fois plus ancien que l'hominidé Lucie. Ah oui, d'ailleurs, l'hominidé Lucie, dont le vrai nom n'est pas Lucie, je sais plus, faudrait que j'aille revoir, mais parce que c'est les Européens qui l'ont nommée Lucie, mais elle avait un nom dans la langue des gens qui l'ont trouvé, mais je m'en souviens plus parce que j'ai une mémoire des noms nuls à chier. Donc c'est H qui va prendre la suite après moi, donc dans 3 minutes, très exactement. Et qui donc va vous faire de la musique avec son émission du ukulélé de la grève. Vous avez donc un petit lien qui s'appelle Streamer Songlist qui vous permet de sélectionner les musiques que vous voulez que H chante. Voilà, si vous voulez mettre du Laurie ou du Britney Spears, n'hésitez pas, c'est toujours des bangers. Bien évidemment, il y a des chansons de gaucho aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et vous avez voilà la commande SLH qui vous permet à tout moment de rouvrir le lien de la streamer songlist. Hop. Et puis voilà, bah, j'espère que c'est un créneau qui vous a plu. On a beaucoup divergé hors de comment ça s'appelle de ce livre. Voilà, ce livre qui était très qui était très instructif et qui nous a ouvert des discussions, donc en vrai c'était cool. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été instructif ou au moins plaisant. Si ça n'a pas été instructif, moi j'ai appris des trucs, ça m'aide aussi à avoir des arguments critiques quand par exemple il y a des gens de droite de ma famille à des repas de famille et que voilà il faut leur dire les choses. Ouais, j'aime bien dire le mot diverge, même si ça fait que les gens ils font des blagues dessus. Mais j'essaye de dire digresse aussi, mais scientifique anonyme, bien sûr, soutient le piqué. Voilà, du coup, j'espère que ça a été un créneau plaisant. Je suis très fatiguée de la manif, donc j'espère que c'était facile à dire, à suivre quand même. Et puis voilà, je vais vous laisser en musique avec un H qui m'a rejoint et on va pouvoir faire la transition. Si jamais ça ne refresh pas automatiquement chez vous, appuyez sur F5, faites la petite flèche pour rafraîchir et vous devriez avoir le live de H. Des bisous, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et à donner. Tchou tchou. Oh.